Salut à tous, bienvenue dans la bande AD+. Je suis Nicolas Fréré du magazine Distance Plus et depuis ma Normandie, je suis accompagné aujourd'hui par l'athlète, coach et scientifique du mouvement. Je ne sais pas trop si ça se dit d'ailleurs, Sabine Hirschström. Salut Sabine, depuis le Vercors. Salut tout le monde. De l'ultra-traileuse et kiné spécialiste de la prévention et du traitement des blessures en course à pied, Florence Morisseau de la Clinique du Coureur. Salut Flo depuis l'île de la Réunion. Salut à tous. Du tout premier champion du monde de trail et aujourd'hui coach ostéo et kiné, entre autres. Salut Tom depuis Clermont-Ferrand et les volcans d'Auvergne. Salut Nico, salut à tous. Et du gars qui se cache derrière le phénomène les genoux dans le gif, qui nous assure au moins un éclat de rire par jour, Robin Schmitt. Salut Robin depuis Annecy en Haute-Savoie. Ouais, salut Nico, salut à tous. Et je fais un salut amical aux 4 autres membres de la bande au repos aujourd'hui, Ludovic Collet, Corinne Favre, Hugo Ferrari et Nicolas Martin. Vous écoutez la bande AD+. Au programme du 17e épisode de la bande AD+, est-ce que tout le monde, entre guillemets, peut courir un ultra? Est-ce que l'ultra rend résistant ou est-ce qu'il faut être résistant pour faire de l'ultra et réussir dans cette discipline? Quelles sont les qualités à avoir pour être ou devenir ultra-trailer? Ce sera la question Nolio. La Saint-Élion, qui aura lieu ce week-end, est-elle vraiment une course de trail? Pourquoi cette grande classique de fin d'année entre Saint-Étienne et Lyon, extrêmement populaire, est-elle si souvent critiquée? Et puis tiens, poussons le bouchon, est-ce que la Saint-Élion a sa place aux côtés des références du trail en France que sont le Festival des Templiers et l'UTMB par exemple? Ce sera la question NAC. Puisqu'on parle d'une course qui se déroule essentiellement de nuit et puisque nous sommes nombreux à nous entraîner de nuit en cette période de l'année, j'ai appelé Adrien Grouès des lampes frontales intelligentes Gollum pour profiter de ces lumières. Gollum est partenaire exceptionnel de cet épisode de la bande AD+. Dans la rubrique vrai ou faux de la clinique du coureur, il sera question de prothèses de hanches et de genoux. Et on terminera l'émission en vous donnant des idées de cadeaux à mettre sous le sapin pour les coureurs et les coureuses. J'ai demandé à tous les membres de la bande AD+, y compris ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, de partager au moins une suggestion. La bande AD+, est enregistrée et réalisée à distance dans les conditions du direct par les productions Arborescence. C'est parti, bonne émission à tous. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de petit tour de table. Alors, avant de nous lancer dans notre premier débat, je vais prendre de vos nouvelles à tous. Sabine, on a parlé de coupure avec toi, entre autres, la dernière fois. Est-ce que tu es dans cette période où tu recharges les batteries? Ah bah non, ça ferait trop long. Déjà, tu viens de me choquer, je croyais qu'on disait Gollum pour les frontales. Eh ben non, j'ai appris moi, je disais Gollum jusqu'à l'entrevue avec Adrien et on dit Gollum. D'accord, et ben non, du coup, je suis plus en coupure, ça fait trop longtemps là, c'était après les Templiers. Ben du coup, on peut considérer que je suis en reprise. Actuellement, je fais de l'entraînement, on va dire, hyper polarisé, où je fais soit des footings tranquilles, soit j'essaye de travailler ma vitesse et mes petits muscles, parce que c'est un petit peu mon point faible, avec finalement les championnats de France qui vont arriver tellement vite qu'il faut s'en préoccuper tout de suite. Et puis j'en profite parce que les flocons descendent petit à petit jusqu'à vers chez moi. Alors tant que je peux courir, j'en profite pour faire quelques bornes et puis après on verra. Quand les flocons seront là, il y aura les skis certainement, le ski de fond. Ouais, il y aura le ski de fond évidemment. Et puis en fait, les flocons sont déjà là, hein. Mais on va dire que moi, j'habite à la limite plus neige, quoi. Donc en fait, on est rentré dans cette période de l'année où mon appart est devenu un séchoir. Ça dure à peu près 5 mois. Et voilà. Thomas, tu as plusieurs vies en une. Laquelle prend la plus de place en ce moment? Disons que je pense que celle qui prend le plus de place en ce moment, c'est mon cabinet de kiné, parce que là, je suis en train d'ouvrir un peu une structure supplémentaire à mon cabinet Bah oui, existant. tu avais besoin. Oui, bah, j'avais un peu de temps, du coup, j'ai dit, bah, pourquoi pas.
Non, là, ouais, non, c'est sur une ouverture de cabinet très prochaine. Mais effectivement, bon, moi, je suis pas en coupure parce que si pour être en coupure, il faudrait être en saison. J'ai plus vraiment de saison, donc du coup, je cours un petit peu tout le temps, mais un petit peu jamais. Donc, non, je suis pas en coupure. En sportivement parlant, j'essaye de me maintenir au maximum à mes 3 entraînements par semaine. Et puis après, ben, j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard, mais oui, on est sur un petit projet qui va sortir à la fin de l'année là. Super. Et puis, on va parler certainement également de l'une de tes actualités de ce week-end, puisque, sauf erreur de ma part, tu seras à la Saint-Élion et il en sera question dans cet épisode. Florence, le séjour à La Réunion s'achève tranquillement, j'imagine? Voilà, moi j'ai la chance d'être à La Réunion depuis 15 jours où j'allie enseignement et puis quand même plaisir d'être sur une île assez incroyable. Et là, il se trouve que j'avais 3 jours off entre 2 cours de 4 jours. Donc, pour la petite histoire, ma journée a été très, très longue aujourd'hui parce qu'elle a commencé à 1 heure du matin où je suis montée faire le lever de soleil et j'ai eu un spectacle fantastique. La seule Merci pour la frustration, photo, c'est d'ailleurs, elle était magnifique. ouais. La seule frustration, c'est de le vivre toute seule. Mais voilà, en même temps, il faut savoir prendre voilà, ce que nous offre la nature et puis les bons moments quand ils se présentent. Et puis bah, depuis 1 heure du matin, j'ai pas beaucoup dormi. Et pour moi, là, il est 21 heures, bientôt 21 heures. Il est tard. Donc, donc, je suis encore en pleine forme et demain, ça risque de tirer un petit peu, mais j'ai quand même bien l'intention d'en profiter encore demain. Ben, merci d'être avec nous dans ces conditions, Flo. Et Robin, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était justement à La Réunion. Tu avais couru la Mascareigne, tu avais participé aux 2 émissions spéciales de la Bande AD+. Comment vas-tu? Eh bien, écoute, en pleine forme. Il fait un petit peu plus frais ici qu'à La Réunion. Et puis, effectivement, comme disait Sabine, les flocons descendent. Donc, il est grand temps d'attaquer, alors, non pas le sport le plus stylé de l'univers, parce que ça, c'est le trail, mais peut-être le sport le plus. Un vrai sport, en fait, qu'est le ski de fond. Parce que finalement, marcher avec des bâtons, c'est très, très simple, alors que le ski de fond, ça, c'est un vrai sport. Voilà. Donc, j'attends avec impatience l'ouverture des pistes, même s'il y a eu un premier aperçu là, au mois de novembre avec les pistes de la neige récupérée de l'année dernière et stockée, le fameux snow farming. L'accent anglais au passage est délicieux. Et, ouais, et voilà. Et du coup, voilà, on a hâte de chausser les skis sur les vraies pistes maintenant. Et ski alpi, toi, ou pas? Non, juste ski de fond l'hiver? Ouais, plutôt ski de fond, il y a moins de risques d'avalanche en fait sur les pistes d'amé qu'en ski de rando, quoi. Effectivement, parce que c'est quand même pas mal stylé, le ski alpinisme. Ouais, c'est vrai. On en parlera d'ailleurs dans la prochaine émission avec notamment Corinne Favre. Allez, on y va avec notre premier débat. La question Nolio. Et cette question, est-ce que tout le monde peut courir un ultra? Je vais poser la question à Tom pour commencer. Est-ce que n'importe qui, je mets des guillemets évidemment, peut courir un ultra selon toi, Thomas? Alors, la question est un peu vaste. En fait, Absolument. à quelle distance, on va dire, on commence à l'ultra? Parce que par exemple, au Québec, l'ultra, ça commence relativement tôt. En fait, le méga trail, c'est souvent 80 km. Donc, l'ultra en soi, faut déjà définir ce Le que. définir. Si, Ouais, si je te coupe tout de suite, on a la définition de l'ITRA que je reprends souvent. Tout ce qui est ultra, c'est ce qui commence après la distance marathon. Vous, les coureurs plutôt habitués à l'ultra, vous n'êtes pas trop d'accord avec ça. Déjà de base, l'ultra commence plus au Autour de niveau, on va 80. dire Saint-Élion, justement, autour de 80 Ouais, km. à partir de 80 km, pour moi, c'est de l'ultra. Je dirais pour moi, l'ultra, la définition, alors après, on va partir encore dans de la sémantique, mais la définition, ça serait que la gagne autour de 10 heures. Pour moi, le vainqueur autour de 10 heures, déjà, on est sur quelque chose qui représente pour moi un peu plus l'ultra en tant que définition dont je m'en fais. Après, est-ce qu'on est tous faits pour faire de l'ultra? Ben, la question est vaste, mais déjà, est-on tous faits pour courir suffisamment longtemps en étant, on va dire, en intégrité physique? Ça, la question, c'est déjà un peu plus, posée et la réponse, elle est simple. Si on se donne du temps, on a tous la capacité à s'adapter et à se former et à s'améliorer pour pouvoir devenir efficace dans une discipline dans laquelle on s'inscrit.
Après, souvent, en fait, les gens ne sont pas faits pour faire l'ultra parce qu'ils ne veulent pas se donner le temps d'être suffisamment entraînés et suffisamment compatibles avec leur objectif. Donc, moi, je pense qu'on est à peu près tous faits pour faire de l'ultra si on se donne les moyens et le temps nécessaire à la formation des structures musculo-squelettiques pour encaisser l'ultra. Après, est-ce que c'est bon pour la santé? Ça, c'est un peu une autre question. Moi, je pense que c'est plus le processus qui vous amène sur une ligne de départ d'un ultra qui est bon pour la santé, davantage que l'ultra en soi. C'est pas pour rien que je pense que des gens comme même des gens comme François Den ou des gens Camille Bruyas par exemple, qui vont enchaîner des ultras, mais finalement on se rend compte qu'ils font des UTMB qu'une fois tous les 2 ans. Pourquoi? Parce que je pense que c'est intéressant d'avoir une stratégie un petit peu d'assimilation ou du moins de récupération post-ultra. Mais c'est encore une fois des athlètes de haut niveau qui ont du temps pour récupérer entre les ultras. Donc pour moi, oui, on est fait pour faire des ultras. De là à en enchaîner plusieurs sur une saison, je me pose fortement la question. Et si je prends mon N égale 1, la réponse est clairement non. Mais maintenant, après, on est tous différents, on a tous des vies différentes, des stratégies et des capacités d'adaptation et d'assimilation qui sont différentes. Mais la façon dans laquelle le processus qui vous amène à être performant sur ultra, moi, je pense que c'est clairement intéressant. Maintenant, oui, de là à faire une carrière 20 ans sur ultra et dire que ça, c'est du sport santé ou du sport bon pour la santé, j'en suis pas très certain. Florence, vous êtes tous les deux, Tom et toi, spécialisés en prévention, traitement, prévention des blessures. Donc, je te donne la balle tout de suite. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que, toi qui es ultra traileuse aussi, est-ce que tout le monde, selon toi, est-ce que tous les gens qui sont venus dans ton cabinet auraient la possibilité d'aller vers des distances longues? Et là, on parle bien de possibilité et non pas de volonté. Bien évidemment, dans les auditeurs qui nous écoutent, tout le monde ne rêve pas de faire un ultra un jour. Ouais, exactement. Alors, c'est vrai que j'aurais tendance à rebondir sur 2 choses que Thomas vient d'évoquer. La première, c'est que faire du sport du haut niveau, c'est pas forcément du sport santé. Et effectivement, faire une carrière de sportif de haut niveau en tant qu'ultra-trailer, c'est vraisemblablement pas du sport santé, mais en même temps, j'allais dire, il n'y a aucune carrière de sport professionnel qui est du sport santé. Sinon, ça se saurait. Et puis, la deuxième chose, c'est la notion de patience et quelque part un petit peu de résilience quant au fait qu'on ne devient pas ultra-trailer en 6 mois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la façon dont les gens consomment le trail, il y a une espèce d'impatience, d'immédiateté, de la satisfaction ou de l'inscription à toujours plus, qui fait que quelque part, ils consomment le trail comme on pourrait acheter un nouvel iPhone et ils ne se rendent pas compte que cette adaptation-là, elle demande des années. Alors, moi, je pense qu'effectivement, tout le monde est capable de s'adapter à condition qu'il se laisse le temps de passer des étapes dans ce processus d'adaptation. À partir de ce moment-là, je pense qu'il y a aussi quand même un facteur qui va rentrer en jeu, c'est son éducation. Est-ce qu'on a eu la culture de l'effort quand on était enfant? Est-ce qu'on a eu la culture de la résilience, de la tolérance, de la patience? Ça s'acquiert aussi, mais je pense que ce à quoi on est confronté dans notre plus jeune âge, c'est difficile de le récupérer si on ne l'a pas été avant. Quand tu parles de progressivité vers l'ultra, par exemple, c'est quoi les repères qu'on peut avoir de se dire, par exemple, je suis prêt pour l'étape supérieure ou je suis prêt pour aller augmenter, rajouter 40 bornes à mon processus? En fait, il y a des structures musculo-squelettiques dont on connaît assez bien la capacité d'adaptation. Et puis, il y a dans ces structures musculo-squelettiques, c'est sûr que l'os, le tendon, tout ça, ça s'adapte. Les muscles, le tendon, ça s'adapte relativement assez vite, mais il y a d'autres structures qui s'adaptent beaucoup moins vite, comme les disques intervertébraux, comme le cartilage. Et là, si on va dans du trop vite, trop fort, trop tôt, c'est là où on va créer potentiellement des blessures, pourquoi pas des lésions. Et encore une fois, un sportif qui va se blesser, c'est forcément quelqu'un qui va ne plus pouvoir s'entraîner, donc il va retarder son processus d'adaptabilité. Donc, je crois qu'il faut vraiment… on n'est pas égaux non plus face à l'adaptation. C'est intimement lié à notre génétique, c'est intimement lié à notre âge, c'est intimement lié à notre passé. Encore une fois, à quoi on a été exposé quand on était gamin en termes de contraintes sportives et
musculo-squelettique. Et je crois qu'il faut vraiment faire de l'individuel et se dire que c'est pas parce que mon voisin, en 2 ans ou en 3 ans, il s'est préparé à un 100 km trail ou à un UTMB que moi, je dois pouvoir le faire aussi. Peut-être que pour une autre personne, ça prendra 4 ans, ça prendra 5 ans. Mais sur le principe de notre capacité d'adaptation, je pense que intimement, tout le monde est capable de s'adapter. Reste à savoir le temps qu'on veut bien s'octroyer pour ça, pour s'y adapter. Et puis quand même, on n'est quand même pas complètement tous égaux face à la nature. C'est vrai qu'on est de plus en plus de personnes à courir en trail notamment, de plus en plus à aller se balader dans l'ultra et donc à inspirer les gens autour de nous. Donc ça se multiplie assez rapidement. Sabine, tu observes ça chez tes athlètes, par exemple, l'envie d'aller peut-être vite vers l'ultra. Et en tant que coach, est-ce que tu te sens, est-ce que tu estimes que c'est ton rôle de justement les aider à gérer cette progressivité quand tu as un athlète qui a envie d'aller chercher des distances qu'il n'a jamais courues? Je pense qu'il y a un petit biais de sélection, c'est que les gens savent à qui ils s'adressent quand ils me contactent. Et en fait, notamment grâce au podcast, parce que là, récemment, j'ai eu plein de demandes de gens qui nous écoutent. Donc, merci le Je suis podcast. ravi d'entendre ça. Et puis, en fait, du coup, là, en ce moment, je ne peux plus accepter de demandes, mais je saurais vous réorienter vers des gens moins discrets et tout aussi fiables. Mais donc, ouais, les gens qui s'adressent à moi connaissent un petit peu ma philosophie. Et donc, des fois, c'est presque au premier contact téléphone, un excès d'humilité. Est-ce que tu penses que je me donne assez les moyens pour oser faire un 50 km Donc, mais oui, il y a quand même une tendance à vouloir faire de l'ultra si on prend plus globalement les trailers qu'on a autour de nous. Et du coup, c'est vrai que moi, je pense que ce qui est vraiment important quand on va sur ultra, c'est de se demander, c'est le fameux pourquoi. Ça paraît un peu cliché, mais c'est quand même super important parce que c'est exigeant. Et si on le fait juste pour faire comme les autres ou juste parce qu'on nous demande tout le temps quand on fait du trail, est-ce qu'on a fait l'UTMB, ça me semble un peu juste comme motivation pour arriver à tenir sur le long terme la préparation que ça demande et puis après le jour J pour la course. Sinon, je suis complètement d'accord avec ce qu'ont dit Thomas et Florence, c'est-à-dire que y a des gens qui naturellement par leur génétique et par leur passé sportif sont résistants. Je veux dire, enchaîner des ultras comme certains ou certaines le font semaine après semaine, je pense pas que ce soit, même avec de l'entraînement à la portée de tout le monde, tu vois, il y en a qui tout simplement se blesseraient. Moi, la première. Mais faire un ultra, une personne avec une santé normale, je pense que tout le monde en est capable. Et il faut prendre aussi en compte le facteur nutritionnel. Parce que j'avais entendu une fois sur un podcast, je crois, l'ultra, c'est un concours de bouffe. Et jusqu'à 80 km, je dirais pas que c'est vrai. Au-delà, je dirais que c'est quand même un peu vrai. Au bout d'un moment, il faut quand même arriver à s'alimenter pour avancer. Donc, il y a ce facteur où, encore une fois, tout le monde n'est pas égaux. Mais après, l'ultra, c'est tellement multifactoriel que finalement, s'il y a bien un sport qui est assez juste, c'est l'ultra. Si tu regardes, par exemple, si moi, je te dis, moi, je veux devenir une grande sprinteuse, je peux être tous les jours au stade, je ne serai pas une grande sprinteuse parce que voilà, j'ai pas des qualités de vitesse, je le sais. Alors que les sports d'endurance, ils sont globalement, ça récompense bien les efforts. Donc, quelqu'un qui a une santé correcte et qui veut faire de l'ultra pourra faire de l'ultra, oui. Toi, Robin, tu les aimes, les gens qui vont très très vite aller dans l'ultra? C'est un régal pour toi. Ouais, effectivement, souvent ça donne lieu à des gestes techniques absolument magnifiques. Non, alors moi pour le coup, j'adore vraiment les histoires parce que je trouve qu'effectivement,
dans l'ultra, c'est là où tu vas retrouver les histoires les plus incroyables. Tu vas retrouver voilà, des récits d'hallucinations, vraiment des récits d'aventure. Par contre, depuis quand même pas mal d'années, alors ça va vraiment faire vieux con donneur de leçons, mais je me pose quand même la question. Alors, du coup, je ne réponds pas forcément Non, à mais ta question, mais je voilà, je crois que de toute façon, t'ai autorisé. voilà, les gros cerveaux de la bande ont largement répondu. Ils ont tout épluché. De toute façon, ils ont bossé toute la journée dessus, donc moi, j'avais pas que ça à faire. Non, mais je me pose juste la question, effectivement, du pourquoi. J'ai quand même l'impression j'ai pas un pourcentage à vous donner, mais il y a quand même un bon paquet de gens qui va se mettre au départ d'un ultra juste pour pouvoir dire finalement, je l'ai fait. Et et en fait, leur seule motivation, c'est de terminer. Ça ne va même pas être de profiter pendant 15, 20, 25 heures, 40 heures, 60 heures. De toute façon, je pense que profiter pendant 60 heures, ce n'est pas possible. Mais je trouve quand même qu'il y a une réelle motivation, en tout cas pour beaucoup de coureurs, qui n'est pas forcément, à mon sens, qui n'est pas forcément la meilleure. Et je veux dire, si tu n'as pas envie de courir un ultra, tu fais un 50 bornes. Et si 50 bornes, c'est déjà trop long, tu fais 20. Et puis, si c'est 20, c'est trop long, tu fais du KV. Et il y a quand même cette mode, effectivement, les marques qui poussent beaucoup là-dedans. Je veux dire, on est nombreux à finalement parler de l'ultra, à dire que effectivement. D'ailleurs, c'est un reproche. Y a pas beaucoup, on ne nous fait pas beaucoup de reproches, mais c'est des choses qui reviennent. Par exemple, vous parlez beaucoup d'ultra, etc. Ouais. Bon, oui, il y aura toujours quelque chose à dire, mais. Voilà, finalement, c'est une discipline. Qu'est-ce qu'il y a de plus impressionnant, un UTMB en moins de 20 heures ou un Sierzinal en 2h25 C'est juste pas la même discipline, en fait. C'est juste pas le même truc. Donc, à un moment, peut-être qu'il faut, entre guillemets, je sais que c'est une phrase que Ludo aime bien, courir pour les bonnes raisons. Et c'est vrai que je trouve que pour l'ultra, parfois, on ne retrouve pas forcément ces raisons, et peut-être que la motivation d'aller fanfaronner le lundi matin à la machine à café n'est peut-être pas la meilleure du monde, quoi. Parce que réellement, aller se foutre sur la tronche pendant 20 heures. Et puis, il y a aussi un truc qui m'a un peu interpellé, c'est tu vois, j'ai un peu sondé pas mal de gens à la réunion là-dessus. C'est, tu vois, parfois les gens ils râlent sur l'organisation, la remise des dossards, les ravitaillements, il n'y a pas toujours ce qu'ils veulent, etc. Et puis, tu vois, tu poses la question, tu dis, mais pourquoi tu ne ferais pas le grand raid finalement en off, en t'arrêtant dans les îlettes, en achetant à manger, etc. Et en fait, 99% des cas, c'est hors de question, quoi. Donc, il y a aussi ce côté, voilà, avoir la médaille, le t-shirt, pouvoir dire j'ai fait grand raid, alors que finalement, aller courir tout seul sur le parcours, il existe. Donc, voilà, Exact, il existe. Et puis, si vraiment tu veux fanfaronner en off, tu as une trace Strava qui peut prouver que tu as. C'est ça. Et puis, si vraiment tu veux le t-shirt, il se trouve sur le bon coin, il y a des mecs qui le vendent. Je ne sais pas pourquoi il faut se faire chier, du coup. Il faut le vouloir, le t-shirt. Sincèrement, je pense que c'est quand même une réflexion qu'on devrait tous avoir à l'heure actuelle. Le why, le pourquoi. Si personne n'était au courant de ce que je fais, que ce soit en course ou à l'entraînement, est-ce que je ferais la même chose? Et j'aimerais bien qu'un jour on ait un débat sur Strava et ses points positifs et négatifs, parce qu'il y a beaucoup à dire. Ah, mais tu veux dire qu'on reparle de casquette verte, c'est ça? Non? Ah, joli. J'ai déjà fait une petite insinuation. Oui, mais j'avais casquette verte. Est-ce que tu es fier de ta victoire en Suède? Ah bah puis attends, il va revenir là dans quelques jours sur le Lyon-Saint-Élion, le 156 km. Je reviens sur le pourquoi, parce que finalement, c'est très bien de le définir, mais on peut aussi questionner réellement son pourquoi. En fait, quand on a envie de faire de l'ultra, se dire pourquoi je veux vraiment faire de l'ultra aussi. Thomas, ouais. Ouais, alors c'est assez marrant parce que quand j'avais fait une course où, je sais plus avec qui. Attends, c'était où? Ça devait être peut-être aux États-Unis, et j'avais discuté avec un gars qui en était à ça, je sais pas, genre 10e western, un truc comme ça. Et en gros, on discutait. Alors, il était français, hein, parce que du coup, enfin, il était plutôt, il parlait le français. Discuter avec moi, c'était plus compliqué. Mais en fait, dans l'idée, il me disait effectivement la question du why, pourquoi, ça c'est la base, parce qu'il me disait, tu verras. Quand tu auras compris pourquoi tu cours ou pourquoi tu as envie de courir, tu auras moins envie de courir.
Et en fait, je pense qu'on court tous après quelque chose. On a toujours, je pense qu'on a quelque chose à faut pas à se prouver, mais on recherche quelque chose dans la course à pied, dans cette un petit peu, cette quête frénétique du kilomètre, de la grande distance et je pense qu'à un moment donné, quand on a compris pourquoi on voulait faire aussi long, je pense qu'après on n'a plus vraiment besoin de faire aussi long et parce qu'en gros, on sait, ce qu'on vaut, on sait ce qu'on est capable de faire et que souvent on se pose des questions et la quête du kilomètre et la quête de l'ultra souvent répond à ces questions avec lesquelles on se pose et que je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui courent, parce qu'ils veulent juste découvrir, des choses ou, se découvrir eux-mêmes, à travers en fait finalement cette discipline. Et au-delà de l'aspect, je pense, effectivement, on a beaucoup parlé de l'ultra en tant que, est-ce qu'on est fait pour courir? Est-ce qu'on a les capacités physiques pour courir? Je pense que la plus grosse, incertitude qu'on a aujourd'hui, c'est la fatigue mentale. Je pense que beaucoup de gens maintenant savent à peu près bien se préparer, savent à peu près ce qu'il faut faire pour arriver sur une ligne de départ et que l'enchaînement des saisons, l'enchaînement des ultras, en gros, la limite, je pense qu'elle est plus mentale et qu'on a avant d'avoir une fatigue physique et d'être cassé en 2 pour pas pouvoir aller courir, on a cette lassitude et cette fatigue, complètement mentale qui vous amène finalement à vous questionner davantage sur, pourquoi je le fais et que cette fatigue mentale, alors je pense que Nous le protège aussi peut-être. et clairement, elle nous protège et puis je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'on est à des années-lumière de connaître 100 du fonctionnement, cérébral et du fonctionnement mental qui peut nous emmener sur une ligne de départ et encore plus sur une ligne d'arrivée. Mais je pense que c'est effectivement cette fatigue mentale qui est, assez prenante au fil des saisons. Ouais, je pense tu as raison Flo, en fait, elle nous protège d'aller dans le mur, physique et que finalement la discipline devient toxique physiquement parlant, quoi. Est-ce qu'il n'y a Et- pas un paradoxe entre l'ultra-sédentarité dans laquelle on plonge à peu près tous, y compris ceux qui font du sport, et cette volonté qui semble, alors je dis bien qui semble, mais tout le monde n'a pas forcément envie de faire des trucs énormes, mais on a l'impression qu'il y a une espèce d'engouement pour entre guillemets, l'extrême, pour l'ultra, pour le plus, qui vient Bah, contre. Ouais, en Sabine. fait, le fait que notre vie actuelle soit si peu risquée, ça fait qu'on va aller chercher des sports plus extrêmes. Mais Guillaume Millet, il se prononce souvent là-dessus à dire que c'est vrai que l'ultra, c'est pas non plus un sport extrême comme d'autres où tu peux perdre la vie en ultra, mais ça reste assez rare. Donc, quelque part, c'est une façon de se mettre en danger, mais sans se mettre en danger, parce que à tout moment, si tu rends ton dossard, t'es plus en danger, quoi. Euh, mais je serais curieuse de savoir, par exemple, moi, tu vois, je fais pas d'ultra, mais la question dans l'autre sens, toi, Flo, qui fais de l'ultra, qu'est-ce qui ferait que tu n'aurais plus envie d'en faire, que tu te dirais, cette fois, j'arrête, je m'inscris plus? Super bonne Je question. crois que pour être totalement transparente, alors c'est pas ma psychanalyse qu'on va faire ce soir, hein, parce que là, vous n'êtes pas couché, T'as les un amis. divan derrière, là. Mais, mais pour être totalement transparente, je crois que je suis un petit peu à ce carrefour-là, où finalement, je prends autant de plaisir à me lever à 1 heure, comme j'ai fait ce matin, et à vivre un truc un peu, même si je disais tout à l'heure un peu frustrant parce que je le vis toute seule, mais en même temps à me nourrir de ça, que d'aller m'exposer pendant plusieurs dizaines d'heures. Sous la flotte, Ouais, par par exemple. exemple. Non, mais avec une motivation ou des raisons qui aujourd'hui me semblent moins, peut-être, enfin, en tout cas, qui sont pour moi moins motivantes, ou parce que j'ai trouvé pourquoi je le faisais. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Je pense que c'est intéressant d'aller creuser. Si tu vas forcément dans un ultra, tu te mets en danger de façon sécuritaire, ça, je suis tout à fait d'accord. Et puis, tu vas te confronter un petit peu à toi-même, tu vas chercher un peu tes propres limites, tes propres ressources. Voilà, c'est vraiment une introspection quand même, hein. Quelles sont les qualités à avoir pour quelqu'un, pour nos auditeurs qui sont peut-être pas encore dans l'ultra ou qui sont en train d'y aller? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour devenir ultra trailer? Au-delà de la patience dont on a parlé tout à l'heure, on a, je pense, bien compris qu'il fallait être progressif. Robin, Clairement, il ne faut pas être en couple, hein.
Parce que très sincèrement, Est-ce que célibataire est une qualité? alors là, je ne me prononcerai Oui. pas là-dessus. Mais très sincèrement, alors mon petit niveau et cette petite course qui était effectivement la Mascarène 70 km, Oh là là. encore, ça ne s'est pas bien passé, mais je veux dire, ce que les entraînements, les sorties longues, les machins, je veux dire, j'imagine si c'est 2 fois plus long, enfin, en fait, tu n'as pas de vie, quoi. Très sincèrement, il faut avoir le temps, quoi. Donc, ouais, non, je pense que être seul, c'est mieux. Après, si ta conjointe ou ton conjoint part pendant la préparation, c'est un plus aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment, il peut y avoir divorce, quoi. Donc, le seul problème, c'est qu'après, après la course, bon, tu es un peu con parce que tu es tout seul à l'arrivée. Mais Ça, mais t'es content parce que t'as fini. Enfin, si t'as fini. Non, mais l'avantage, c'est que tu peux te trimballer en slip et t-shirt finisher dans ton salon. Tout seul. ça, c'est pas con. C'est pas mal. Ça fait des très belles stories, ça. Du coup, c'est le seul conseil que je pouvais donner. Des qualités, Sabine, peut-être. Qualité pour être ultra-trailer. Ouais, bah du coup, c'est vrai que comme la patience, ça reste quand même hyper important. Bah, moi, j'insisterai quand même sur le fait de trouver sa recette de nutrition pour arriver à finir la chose. Et puis, il faut être bon descendeur. Parce que sur beaucoup d'ultra, il y a quand même un dénivelé cumulé assez important. Et finalement, en marchant, on finit toujours par monter, mais les descentes, faut se les farcir quoi qu'il arrive. Donc, faut être bon descendeur. Et on parle toujours, moi le premier, de D+, avec le kilométrage, mais on parle rarement du D-, qui, avec la fatigue, peut devenir un sacré obstacle. Ouais, tu vois, même la course qui est soi-disant roulante, la Western States, je crois qu'il y a quand même 6000 mètres de descente ou quelque chose comme ça. Elle C'est est un plus sacré descendante morceau, que hein. montante. Thomas est mieux à même de confirmer. Oui, oui, après, alors oui, si on doit revenir vite fait sur la Western, oui, c'est plus descendant que montant, mais il y a 4005 de dénive montant. Sur 160, effectivement, c'est pas oufissime en termes de ratio, mais effectivement, la stratégie de la Western, c'est les multifactoriels, hein. Il y a la chaleur, la vitesse de course, l'épaisseur, la stratégie globale pour arriver le plus vite possible, qui est finalement impactant par rapport à la vitesse de course. Donc oui, la Western, c'est multifactoriel. Mais pour rebondir un petit peu sur ce que tout le monde a plus ou moins dit, je pense qu'à la base, quand même, la course à pied et le trail en particulier, c'est quand même assez... On peut résumer ça, alors je suis votément caustique, hein. Ça reste quand même un sport de blanc qui s'emmerde, hein. On est d'accord qu'a priori, on est quand même sur des trucs où on n'est pas obligé de courir. Et donc, du coup, on meuble un vide. Alors après, même si c'est vertueux et que finalement c'est bon pour la santé, on meuble un vide. Après, chacun y met la symbolique et l'affect qu'il veut derrière. Maintenant, si on doit avoir une qualité pour le trail, je pense qu'effectivement, la patience fait, à mon avis, c'est le facteur numéro 1. Et puis après, je pense qu'il faut quand même avoir une petite dose de rusticité, pas trop s'écouter, avoir la capacité à pouvoir effectivement, à un moment donné, être capable faire une introspection en course, et de vivre surtout l'instant présent et pas trop se projeter. Et ça, c'est une qualité qu'on oublie, mais le vivre l'instant et s'inscrire dans le moment présent, notre vie, dans la vie de tous les jours qui va à 300 à l'heure, on a toujours cette tendance un petit peu à se dire: «Ouh là, et après ça, et après ça, et après ça». Je suis le premier, hein, et je fais volontairement on va dire mon autocritique, mais réussir à s'inscrire dans le présent quand on est en train de faire un trail, et pourquoi on le fait? Est-ce qu'on prend du plaisir réellement à être là, à ce moment-là? Et si c'est la réponse est oui, mais clairement, on est au bon endroit, au bon moment, et de toute façon, ce sera positif. Donc là, la qualité, je dirais que plus ça va, plus je me dirige quand même globalement vers ce qui nous fait courir, c'est notre tronche. Et si on est en phase avec notre tronche et au moment où on doit le faire, on répond à ces questions de: «Est-ce que je suis heureux d'être là?» Globalement, que ça fasse 20 ou 180 kilomètres, mais peu importe en fait. Peu importe, on est là au bon moment, au bon endroit, et on est heureux dans ce qu'on fait.
Mais du on coup, Thomas, au moment où tu vomis et où tu as mal partout, il faut être dans l'instant présent ou tu peux te Exactement. projeter Là, un peu plus non, loin? là, tu peux te proster juste après pour réussir à trouver du papier sopalin. La Mais question, c'est surtout de comment, pour rebondir sur ce point-là en particulier, comment on arrive à se remobiliser ensuite, puis avoir une envie incroyable de retourner là-dedans quand on a été dans des souffrances où on s'est tous dit, enfin pas tous, mais beaucoup, plus jamais. Mais sauf que malgré la souffrance, par rapport à ce que tu dis, où je pense qu'il y a quand même une grande partie d'un ultra où euh, on souffre et puis on n'est pas forcément heureux, bah on y retourne quand même. C'est ouais, fou quand même. là, on rejoint quand même le côté un peu rustique. C'est-à-dire que oui, Mhm. on a tous été en soirée où globalement, à un moment donné dans la soirée, ça s'est pas très bien fini. Ça tourne. Ouais, ça tourne. Oh putain, ça tourne. Voilà. Et que globalement, on a fait un tour aux toilettes et puis on revient et puis c'est balle neuve. Donc, ouais, on est un peu. Moi, j'ai une grande capacité même au cabinet, à expliquer un petit peu la course à pied avec l'alcool, hein. On est quand même. Le but, c'est de travailler un petit peu cette capacité à pouvoir un petit peu être arrivé à sa limite sans la dépasser, et ainsi de suite. Donc, même si c'est pas très vertueux comme explication, les gens comprennent assez bien, mais que comprennent assez bien les choses. Mais oui, à un moment donné, ça va être un peu inconfortable. Et l'ultra, quand même, est le royaume de l'inconfort. Mais c'est pas parce que c'est inconfortable et que on arrive à des situations un peu ubuesques que, à un moment donné, on n'est quand même pas heureux d'être là. L'inconfort, on vient chercher cet inconfort-là et Ouais. on vient se prouver des choses. Moi, Et pardon. non, Je vas-y, trouve vas-y. que ce qui est hyper important, c'est justement, comme tu dis, en fait, c'est le fait que c'est toi qui as choisi de t'imposer ça. Parce qu'en fait, globalement, dans la vie, elle t'impose très souvent des choses que tu n'as pas choisies. Et là, en fait, dans l'ultra, c'est toi qui vas chercher les difficultés. Et ce que je vois, moi, chez les gens qui font de l'ultra, c'est que ça les aide après dans leur vie à se dire, bah, j'ai réussi à faire ça moi tout seul comme un grand. Donc, en fait, ce qui m'arrive ensuite dans la vie, bah, je vais arriver à le Ça fait le surmonter lien, aussi. ça fait le lien avec la dernière question que je voulais vous poser, que j'avais évoquée dans le sommaire, c'est de se dire est-ce que faire de l'ultra nous rend résistants à la vie peut-être, aux difficultés, aux galères, ou est-ce qu'il faut en prémisse, en préalable, être résistant pour faire de l'ultra? Qu'est-ce que tu en penses, Flo? Alors, sur le fait qu'il faut être résistant pour faire de l'ultra, on a répondu hein, que ça se travaille, mais je suis assez persuadée que les expériences vécues à travers l'ultra, et notamment, Thomas, tu le décrivais très bien à l'instant, c'est que un ultra, c'est fait de haut, c'est fait de bas, mais tu sais que si tu es patient, à la fin d'un moment à la suite d'un moment un peu galère, il va se retrouver à un moment beaucoup plus agréable, beaucoup plus sympa, où là, tu vas te sentir pousser des ailes, etc. Et cette fois, dans cette espèce d'enchaînement de cycle, eh ben, ça va te servir dans la vie de tous les jours, où à un moment donné, ça se passe pas comme tu veux, tu as une galère, tu as une problématique X ou Y dans ta vie privée ou dans ta vie professionnelle, pour garder de la motivation, garder de la patience et aussi avoir l'optimisme de se dire que la roue va tourner et que ça va aller mieux assez rapidement et plus rapidement qu'on ne peut l'imaginer parfois. Et là, tu viens de donner un why à plein de gens. Ah ben, je vais faire de l'ultra alors. Mais tu sais, je le compare quand je donne cours, j'en parle souvent parce que pour moi, le processus pour devenir enseignante Mackenzie, ça a été un vrai ultra parce que je parlais pas anglais, il a fallu apprendre l'anglais, il a fallu que je passe un diplôme international, que j'aille à l'étranger faire un placement clinique, que je perde beaucoup d'argent, que je sacrifie la famille. Mais à tous les moments où je me retrouvais toute seule à pleurer dans le métro à Londres parce que mon why, il était quand même un petit peu challengé, je me raccrochais au fait que j'avais déjà vécu ça sur d'autres épreuves et sur notamment la Diag ou sur un autre track. Je savais que ça allait tourner. Et en fait, à chaque échéance de ce diplôme-là, j'y associais un ultra en course à pied.
de façon à en fait, je me préparais à l'ultra en course à pied, ce qui me donnait quelque part une espèce de domaine du connu, enfin, un domaine connu pour me rendre plus forte sur l'expérience qui, là, professionnellement, m'était complètement inconnue. Donc, ouais, je crois que ça peut être une vraie aide. Robin, pour conclure ce sujet. Non, mais sur ce que vient de dire Florence, effectivement, la meilleure préparation pour un ultra, c'est de faire sa déclaration de revenus. Tu sors de là, le mieux, c'est de le faire au dernier moment, vraiment le dernier jour. Donc, tu as une Boire grosse dans la dose dernière heure. à la dernière heure, grosse dose de pression, stress monumental. Si tu en sors vivant, l'ultra, ça se passe forcément bien, quoi. Donc, effectivement, les petites choses du quotidien peuvent t'aider. Merci Robin Je pour vous en cette prie. fulgurance de fin de débat. Et merci à la plateforme d'entraînement en ligne française Nolio, partenaire de la bande AD+, qui vient de signer un beau partenariat d'ailleurs avec la Fédération française d'athlétisme. Tous les clubs d'athlètes labellisés FFA pourront utiliser Nolio dorénavant. Les entraîneurs partageront avec leurs athlètes toutes leurs séances via la plateforme et ils pourront faire des suivis de groupe ou individualisés en fonction des besoins et des attentes des uns et des autres. Si vous êtes sportif vous-même, pas forcément uniquement coureur, mais que vous n'avez pas de coach, je vous rappelle que vous pouvez trouver un coach, bien sûr, mais aussi des plans d'entraînement spécifiques sur le site de Nolio. Et on a un petit code pour vous offrir un petit rabais de 10% sur ces plans d'entraînement LBAD+, en toutes lettres, donc plus PLUS. On passe au vrai ou faux de la clinique du coureur. La rubrique vrai ou faux par la clinique du coureur. Je vous fais une affirmation et vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Thomas et Florence, vous êtes dispensés, mais je reviendrai vers vous après. L'affirmation, on peut courir ou recourir même si on s'est fait poser une prothèse totale de la hanche ou du genou. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Robin. Je pense que c'est vrai et ça donne beaucoup d'espoir à mon beau-père que je salue par l'intermédiaire de Oh, le cette placement émission. de produit. Non, mais bientôt Noël, donc je fais un peu le fêlé là, auprès de la belle famille. Là, je ne suis pas en odeur de sainteté. Là, depuis la mascarade, depuis la Voilà, là, c'est terrible. Hein, là, ça a failli partir en divorce, etc. Donc, là, je me tiens à carreau, quoi. Sabine, Et donc, que c'est... il a une prothèse deux prothèses de genoux et pas de prothèse de hanche encore. Donc, mais je pense que pas encore. pas encore. Mais Mais il a une voie tracée. Je pense que sa carrière peut débuter. Pierre, si tu nous écoutes, je te salue. Donc, je pense que c'est oui, tu peux. Ouais. Sabine, est-ce que tu approuves ou... Ouais, faut trouver un bon kiné. Mais moi, je dirais oui, ouais. On en a deux à côté. Je fais mon petit topo et puis je leur donne la parole. Donc oui, effectivement, c'est vrai. Parfois, lorsqu'on souffre d'arthrose articulaire et qu'aucune des options de traitement non chirurgicales n'a fonctionné, la pose d'une prothèse peut être la meilleure option thérapeutique pour les patients qui souffrent et qui sont non fonctionnels. Autrement dit, dans le cas qui nous intéresse ici, qui ne sont par exemple plus capables de courir s'ils en ont envie. Il a longtemps été véhiculé par le corps médical lui-même qu'il fallait faire une croix sur l'activité physique après la pose d'une prothèse pour assurer une durée de vie optimale à cette prothèse de hanche ou de genou. Mais ce principe de précaution n'a pas été appuyé par la science. Alors, la reprise d'une activité physique intense et avec des impacts de mort controversés encore aujourd'hui, mais de plus en plus de chirurgiens orthopédistes changent d'avis en observant des coureurs dotés d'une prothèse qui ont repris la course en dépit des avertissements. Ils ont changé d'avis parce que ces coureurs vont bien et qu'ils enchaînent les kilomètres. Le livre de la clinique du coureur donne notamment la parole au docteur Marc Raguet. C'est un chirurgien français avant-gardiste sur cette question qui a posé plusieurs prothèses au cours des 20 dernières années à des coureurs et qui a pu suivre leur évolution tout à fait réjouissante. Alors, il est important de préciser qu'au moment où je vous parle, il n'y a pas d'études scientifiques solides qui a exploré la question, mais il y a des faits. Et en l'occurrence, ce que dit le docteur Raguet, c'est qu'il est
envisageable de rêver à des marathons et même, on en parlait il y a quelques instants, à des ultras, même quand on a une prothèse de hanche et sans effet délétère sur l'usure de cette prothèse. Le chirurgien prévient quand même que, comme toute prothèse, il faut effectuer des contrôles radiographiques réguliers. Je complète avec 2 exemples. Le docteur Raguet, toujours lui, a posé une prothèse du genou à Patrick Renard, vainqueur des Templiers en 1995 et 1997. Et il a pu recourir des ultras par la suite, après évidemment des séances de rééducation. En 2004, il a également posé une prothèse totale de la hanche à un champion du monde du 100 km dans les catégories des plus de 60 ans et non pas 160 ans. Son patient a repris l'entraînement sous étroite supervision et il a pu courir de nouveau des épreuves de 100 km. Ce succès a fait que Marc Raguet a eu d'autres champions dans son bureau et il estime aujourd'hui que l'échantillon de coureurs avec prothèse est suffisant pour mettre en doute les recommandations actuelles. Pour plus d'informations sur tout ce qui touche aux mythes et aux réalités de la course à pied sur la base des données scientifiques, je vous renvoie toujours à ce très beau livre orange et jaune, le livre de la clinique du coureur, la santé par la course à pied. Vous pouvez commander ce bouquin signé Blaise Dubois et Frédéric Berg, publié aux éditions Mons sur le site web de la clinique du coureur. Vous pouvez le demander au Père Noël d'ailleurs. Ce sera un cadeau savant et franchement très utile. Flo et Tom, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? J'imagine que vous avez eu à un moment ou à un autre des patients avec prothèse, genou, hanche, entière, pas entière. Est-ce que vous avez pu confirmer, vous êtes en capacité de confirmer tout ce que je viens de dire là, et notamment ce qu'a pu observer le docteur Raguet? Flo, vas-y, commence. Flo. Ouais, alors oui, moi j'en ai eu, mais encore une fois, on a l'un et l'autre un énorme biais de consultation. C'est-à-dire que les gens qui viennent nous voir, c'est des gens qui sont animés par la passion du sport, par la passion de la course à pied. Et quand il leur arrive un événement de vie qui les amène à ne plus pouvoir pratiquer leur sport à cause d'une condition articulaire et qui se retrouvent avec une prothèse de hanche ou de genou, bah, leur vœu le plus cher et leur motivation principale, c'est de reprendre ce qu'ils aimaient. Donc, à partir de là, c'est difficile de faire une généralité. Mais effectivement, l'année dernière, pendant mes consultations, j'ai eu 3 personnes. J'ai eu 2 prothèses de hanche et une prothèse de genou. Et donc, et des personnes relativement jeunes, hein, parce que le plus vieux avait 58 ans. C'est un chirurgien vasculaire de Niort, donc plutôt bien renseigné aussi. Et en fait, non, bien évidemment, il faut, à la base, déjà, c'est quelqu'un qui est en très bonne santé, c'est quelqu'un qui avait une santé physiologique déjà assez optimale. Et puis, il faut des délais de cicatrisation, il faut des délais de consolidation, il faut des délais d'exposition graduelle. Mais à partir du moment où la marche se fait sans boiterie et sans douleur, si tu peux marcher, tu peux courir. Et au départ, on va commencer la course à pied par des séances extrêmement courtes pour petit à petit recréer de l'adaptation. Alors là, bien évidemment, on ne va pas créer de l'adaptation de la prothèse parce que finalement, la prothèse en soi, c'est du tissu étranger. Par contre, on va créer des adaptations de tout l'environnement de la prothèse, que ce soit à la fois dans son insertion dans l'os, mais aussi dans tout l'environnement périarticulaire, musculaire, etc. Et il semblerait que ça n'atteint pas la durée de vie de la prothèse, bien au contraire. Donc, tu confirmes, Tom, que... Oui, alors je pense que tous nos auditeurs sont un peu sensibilisés, mais juste pour clarifier les choses, la course à pied n'augmente pas le risque d'arthrose déjà, de base. C'est On en avait déjà parlé dans l'émission. Ouais. Parce que là, en gros, quand tu parles course à pied, prothèse, ainsi de suite, donc là, c'est la première chose. Après, le seul petit bémol que je pourrais amener, c'est est-ce que si on n'est pas coureur et qu'on se fait mettre une prothèse de genou, faut-il commencer la course à pied? Voilà, ça c'est juste le petit bémol qui est effectivement l'activité physique, elle de toute façon va être bénéfique pour l'individu, mais est-ce que si on n'a jamais été coureur et que subitement on prend conscience que l'activité physique va être bénéfique pour les années parce qu'on a un super kiné? Ouais, je sais pas si, voilà, je pense que ça reste quand même un dossier compliqué. Maintenant, c'est sûr que moi, des gens qui courent avec une prothèse de hanche,
Oui, j'en ai beaucoup, mais comme le dit Flo, on a de toute façon un biais de sélection par rapport à effectivement les gens qui viennent nous consulter, puisque du coup, quand tu es identifié un peu spécialiste en course à pied, ben forcément, les gens qui viennent, ils ont une seule envie, c'est recourir, et le plus rapidement possible, donc effectivement, même avec ou sans prothèse. Mais le fait de mettre une prothèse à quelqu'un qui est coureur, bon, Patrick Renard, il a toujours couru, prothèse ou pas. Alors, je crois, pour la petite histoire, je crois que c'est simplement une PUC. Donc, c'est une prothèse unicompartimentale. Donc, c'est un peu moins lourd en termes de contraintes qu'une prothèse totale. Donc, effectivement, l'idée, c'est de se dire que quelqu'un qui est habitué à courir va avoir des comportements de modération d'impact qui vont de toute façon être plutôt bons, ou tout du moins, la prothèse va de toute façon aider à les affiner. Donc, l'accompagnement, la progressivité et la régulation d'un pro de santé formé aux techniques de modération d'impact, de toute façon, ça va être bénéfique. Et moi, oui, est-ce qu'il vaut mieux arrêter de courir et finalement mourir d'une pathologie métabolique ou continuer à courir et avoir un petit peu des soucis avec sa prothèse parce qu'on dose un petit peu mal? Voilà, la question reste ouverte. Merci à tous les deux. C'est l'heure de la question NAC, la marque de nutrition sportive spécialisée dans l'ultra-endurance. C'est parti. La question NAC. C'est ce week-end qu'aura lieu la 68e édition de la Saint-Élion, événement emblématique, 68e, emblématique de fin de saison pour les trailers français. Il s'agit d'une course essentiellement de nuit. L'épreuve reine traverse les monts du Lyonnais entre Saint-Étienne et Lyon sur un parcours de maintenant 79 km pour 2200 mètres de dénivelé positif et un petit peu plus de dénivelé négatif. La course se gagne en moins de 6 heures, si on en croit Thomas, ce n'est donc pas un ultra. Selon Michel Sorine, l'organisateur de la Saint-Élion, il y a un petit peu plus de 65% de sentiers. L'an dernier, il y avait 15 000 personnes au départ. Pourquoi cette grande classique de fin d'année? Je le répète, son histoire remonte à 1952. Il s'agissait alors d'un raid pédestre qui est extrêmement populaire et si souvent critiqué. Qui veut partir sur une ébauche de réponse? Si c'est pour critiquer, moi je veux bien commencer, quoi. D'accord, c'est parti. Bon, la critique est tout. Non, mais le problème avec cette course, c'est déjà, effectivement, il y a un problème. C'est déjà qu'il y a trop de bitume. Donc après, le débat, c'est est-ce que c'est un trail, etc. Non, il y a énormément de bitume. 35%, si je m'en tiens à ce que disait Michel. Selon la police, c'est à peu près 50-50, quoi, du coup. Ouais. Voilà. Et donc, après, je trouve qu'il y a pas mal de bitume. Je dirais qu'un autre problème, c'est le fait que la lumière soit éteinte. Est-ce qu'à un moment, c'est pas une... Je veux dire, si tu allumes la lumière, en fait, tu es très déçu. Tu vois, c'est parfois quand tu es en couple, enfin, tu n'es pas en couple, justement, tu es un peu dans une aventure d'un soir, et puis lumière éteinte, tu vois. Et en fait, le moment où la lumière s'allume, terrible désillusion, tu vois. Bing, t'es agivore. Voilà. Donc, il y a un petit côté, vaut mieux pas savoir, donc on éteint la lumière. Et puis je dirais aussi qu'il y a un peu de monde, en fait. Tu vois, tu l'as dit, il y a 15 000 coureurs ou quelque chose comme ça. Il y en avait 15 000 l'an passé, je ne sais pas, cette année, peut-être un peu plus. C'est un des événements qui a très rapidement été populaire. Je me souviens l'avoir fait à l'époque où c'était une rando, ça remonte vraiment beaucoup. C'était une marée humaine. Je pense les chiffres ont toujours été, même au-delà, autour de 20 000 personnes au départ. Et encore, quand tu l'as fait, c'était en 1829. Donc, tu vois, oui, c'est ça. 28 peut-être même. Ah, 28, oui, c'était l'édition dantesque, je me souviens. Oui, c'est celle-là. Il y avait un t-shirt collector. Oui. Un pull. À l'époque, les mecs avaient un pull. En laine, en laine de maille. Et ouais, voilà, après, c'est vrai que c'est un événement où il y a pas mal de monde, donc ce ne sera pas forcément à titre personnel ma tasse de thé, mais ça reste un beau défi, le côté traversée est sympathique, je trouve, le côté relier de ville un peu mythique, en plus un peu les frères ennemis apparemment, donc c'est entre sympa. Saint-Étienne et Lyon, ouais.
Voilà, Mm. c'est qu'on ne considère pas ça comme un trail et tout ira bien, quoi. Voilà. Ok, ça c'est dit. Thomas, donc toi, tu as aussi entre guillemets, je sais pas si on peut dire que tu as un biais. Tu seras notamment à la Saint-Élion ce Conflit week-end d'intérêt. avec Alors, l'équipe ASICS qui est le partenaire de la Saint-Élion. voilà. J'en profite pour dire que ça n'a rien à voir avec le fait qu'on ait Non, non, ah non, pas on du va tout. parler de ce Mais, sujet-là. mais effectivement, pour le coup, le naming est important puisque c'est la ASICS Saint-Élion pour encore une année. Donc en fait, moi, je pense, alors, à la ASICS Saint-Élion, est-ce que c'est un trail? Est-ce que c'est pas un trail? La question, c'est une course du calendrier qui, on va dire, qui fait partie finalement des monuments du trail français, parce que il y a une histoire. Moi, j'accorde énormément d'importance à le pourquoi, et le pourquoi, ça fait sens pour la Saint-Élion. Pour la petite histoire, la Saint-Élion s'appelle Saint-Élion parce que c'est organisé, comme son nom l'indique, par le CTL, Saint-Élion. Donc, Une Saint-Élion, association. voilà, Saint-Élion, Saint-Élion, et qui est une association de cyclotouristes. À la base, c'est des cyclistes qui ont créé cette course. Donc, pour la boucle est bouclée, pour Robin, c'est encore pire que tout, c'est encore plus organisé par des cyclistes. Euh, Donc, voilà, mais qui sont d'ailleurs propriétaires du nom Saint-Élion, hein. Donc, pour la petite histoire, Extra loue Extra le nom. Sport, les organisateurs. Voilà, les organisateurs louent ou tout du moins reversent une partie des royalties au club pour justement utiliser le mot Saint-Élion. Ça, c'était pour la petite histoire. Mais bref, ça porte pas d'eau à notre moulin. Non, mais Euh, c'est intéressant. mais c'est toujours intéressant. Et ben, effectivement, parce que je trouve toujours intéressant qu'une course, comment elle est née, là actuellement, en fait, finalement, on se rend compte que des courses un petit peu similaires commencent un petit peu à poindre le nez, notamment la Tier Roanne, qui est juste à côté et qui, globalement, cette année, il y en a quelques-uns maintenant qui vont quand même commencer à la faire en courant, qui à la base était une randonnée nocturne au même moment. Je crois que c'est la semaine juste avant, je crois que c'est ce week-end-là. Là. Non, c'était le week-end dernier. Donc là, ça commence à construire des choses. Maintenant, est-ce que c'est un trail? Je dirais que le parcours actuel est bien différent du parcours que soit tu as pu faire ou qui a été historiquement tracé. Là, maintenant, ils font C'était effectivement. encore plus bitumeux et Oui, c'était plus court. voilà. Et là, maintenant, on est sur du 78 km avec quand même une bonne partie qui emprunte des chemins. Et donc, du coup, la proportion entre le nombre de kilométrages et le nombre le kilométrage de chemin rendent quand même les choses un poil moins course sur route, comme on a pu avoir. Effectivement, à l'époque, il y avait des Philippe Raymond qui gagnaient la Saint-Élion. C'était des coureurs à pied qui étaient sur du 2h10, 2h12 au marathon. Voilà, c'est sûr que c'était effectivement des courses qui étaient gagnées par des marathoniens. Là, je pense que petit à petit, on est sur une épreuve qui est un peu moins course sur route qu'avant. Il y a juste à voir, si tu me permets de te couper, il y a juste à voir, tu parlais des noms de marathoniens, mais dans les derniers vainqueurs, Oui, hommes et femmes, on est sur des trailers pure souche. Camille oui, Bruyas, Caroline ouais. Chavreau, Maud Gobert l'a remporté 4 fois chez les gars, Manu Messa, Mm. Thomas Cardin, Benoît Cory, Nico Martin, évidemment, Oui. il avait gagné l'année avec Benoît Cory, Patrick Bringer, Emmanuel Gau, Eric Lavry, Fabien Antolinos, Christophe Mallardet, Fleurton, tous ces gens-là sont des trailers C'est patentés. c'est effectivement là l'idée c'est ça, c'est qu'aujourd'hui quelqu'un qui est purement coureur sur route, je pense pas qu'il ait une grande chance de gagner. Enfin, il aura ses chances, mais il n'est pas, pour moi, il fait partie des outsiders. Après, l'aspect, en fait, pour moi, c'est une course. Alors, j'étais pas retourné depuis très longtemps parce que effectivement, c'était une course qui tombe un petit peu mal par rapport au calendrier, surtout quand on a un objectif un peu comme moi j'avais, Templier. C'est pas une course que je programmais de façon certaine en début de saison parce que je trouvais que la coïncidence, enfin la concomitance des deux était assez compliquée à préparer de façon efficace. Et souvent, on allait à la Saint-Élion parce qu'on avait un peu raté son Templier. Donc souvent, c'était Il ne ratait pas, fait que ouais, voilà. aucune raison d'aller là-bas. Donc j'étais pas, voilà, j'étais pas forcément. Et j'étais resté, donc je l'avais fait pour des raisons diverses et variées. Mais je l'avais fait une seule fois finalement. J'ai couru une seule fois la Saint-Élion en 2013. C'était plus
pour marquer le coup et pour par rapport à quelqu'un que j'avais perdu dans l'année qui avait sa course, c'était vraiment sa course de vie, entre guillemets. Et je l'avais fait pas forcément pour la raison performance en soi. Mais j'y suis retourné l'année dernière et j'étais assez surpris sur effectivement le nombre de partants. Donc il y a 15 000 participants, mais sur la qualité effectivement en gros, de l'organisation. Et ça, sans langue de bois, ceux qui me connaissent, ils savent très bien que s'il y a un truc à dire, je le dirai. Et ça, parce qu'il y a tout pour que ça merde, cette course. C'est en fin de saison. Le temps dégueulasse, Le temps généralement. dégueulasse. En général, c'est le premier week-end où c'est n'importe quoi niveau météo. Globalement, c'est quand même la course où on s'improvise un peu au dernier moment. Bah, tiens, si on faisait ça cet hiver. Départ d'un point à un point B, de nuit. Globalement, pour que ça parte en sucette, il y a à peu près tout qui va bien. Et ben, en gros, on se rend compte que c'est hyper bien huilé et il y a peu de fausses notes. L'an dernier, premier ravitaillement, il y a quasiment la moitié des ravitailleurs qui n'ont pas pu y aller parce qu'il y avait trop de neige. Mais en fait, il y a tout qui roule bien. On sent que le truc est bien rodé. Je dirais que ouais, c'est peut-être pas un trail comme on entend le mot trail avec passage sur les crêtes, bel horizon. Mais comme l'a dit Robin, effectivement, des fois, c'est pas si mal si la lumière est éteinte. Et il y a 2-3 passages, j'avoue, c'est pas si mal si c'est dans le noir. Mais franchement, je trouve que la course, elle a du sens, elle s'inscrit dans un calendrier. Et pour moi, oui, c'est vraiment l'ouverture vers je découvre la discipline du côté rustique et du côté effectivement effort un peu long et c'est un bon un bon moyen de mettre le pied à l'étrier pour faire des disciplines, enfin des distances supérieures. L'aspect de nuit, la frontale, etc., ça vient aussi avec l'histoire de la fête des Lumières. Hein. C'est la période, Oui. je pense que c'est toujours le cas, la fête des Lumières entre la Saint-Élion. Flo, est-ce que tu as déjà participé à cette course et quel est ton avis Ouais, alors moi, je que l'ai tu aies faite. participé ou non? Ouais, alors tu vois, j'ai recherché parce que je me souvenais plus exactement en quelle année je l'avais faite, parce que c'était pas très loin de la même édition que toi, avec un pull un chandail en lot. Moi, je l'avais faite en 2011 parce que tout simplement, c'était le trail quasiment le plus vieux de France et que quelque part, il fallait, pour moi, ça faisait sens que de faire des courses emblématiques, même si effectivement, sur le voyage que ça m'apportait, c'était pas super sexy. Et j'avoue que j'avais adoré parce que les qualités qu'il fallait pour cette course-là, c'était quand même des qualités d'endurance pure, c'est-à-dire tu pars à une vitesse et tu finis à la même vitesse, une course relativement courable. Et j'en ai un excellent souvenir, ça s'était très, très bien passé pour moi. C'est sûrement un de mes meilleurs résultats, cette course-là. Okay. Et je l'ai refaite en 2015. Et là, j'ai vu une autre course parce que là, on l'avait fait avec des copains. Donc, je courais avec mon frère, on était tous ensemble, etc. Et ce que j'avais pas vécu à la première édition où j'étais un petit peu privilégiée quant au fait d'être un petit peu à l'avant, bah là, c'était foire d'empoigne au ravitaillement. Si tu me piques ma cacahuète, ça va mal se passer. Enfin, je me suis dit, mais où est-ce que je suis arrivée? C'était pas du tout la même ambiance ni le même ressenti. Bon, au final, on était avec des potes, donc c'était sympa quand même, mais voilà, c'était pas tout à fait la même chose. Moi, je pense que vraiment, c'est une course, comme disait Thomas, si tu as envie de te tester sur un format un peu long, si tu as envie de te tester sur un format de nuit, bah, c'est vraiment la course parfaite pour commencer à aller titiller des distances un peu plus exigeantes, savoir si je vais être capable de bien vivre le manque de sommeil pour pouvoir après envisager d'autres étapes dans un objectif d'ultra différent ou plus Et long. dans un autre genre que la diagonale à La Réunion, de gérer aussi à la fois les intempéries et les variations météorologiques, Ouais. parce que la température varie beaucoup, les précipitations vont de la pluie à la neige, à la glace. C'est vrai que il y a les photos de chute, j'y reviendrai tout à l'heure, les photos de chute sont quand même souvent mémorables sur la Saint-Élion, etc. Sabine, est-ce que tu as une expérience à la Saint-Élion et qu'est-ce que tu en penses notamment du fait que
qu'on dise de la Saint-Élion, enfin de cette critique que nous a rappelé Robin tout à l'heure sur le fait que c'est pas vraiment un trail. Je reprends la définition de l'ITRA encore une fois d'un trail, c'est il faut que pour qu'on puisse considérer que la course est un trail, il faut qu'il y ait 80% du parcours qui soit en sentier. Et là, je le redis, le chiffre qui est de l'organisateur, c'est un peu plus de 65%. Ah, du coup, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, là, Ah, j'allais pardon. sortir ma définition. Ah, je suis désolé. Non, ben oui, mais comme le disaient Thomas et Florence, c'est quand même par l'aspect historique et par le fait qu'il y a des grands noms du trail qui ont été inscrits au palmarès et que pour beaucoup de coureurs, c'est une porte d'entrée vers le monde du trail et d'autres courses qui sont un peu plus trail dans notre imaginaire, comme des épopées en montagne ou des ultras. Moi, je trouve que cette course, elle a vraiment toute sa place dans le calendrier et je crois que les gens aiment la détester comme on aime détester l'éco-trail de Paris. C'est un peu la même chose. Mais comme toutes les version, courses, et comme toutes les courses très populaires, là où il y a beaucoup de monde, en fait, Ouais, mais ça a c'est un quand même aspect citadin. Ça a symptomatique. un aspect Ouais, citadin que ouais. les autres n'ont pas. Hmm. Mais alors, est-ce que moi j'y vais? Alors non, parce que pratiquement tous les ans, ça tombe en même temps que le Festi-Trail d'Autran. Donc le Ah bah Festi-Trail non. d'Autran, c'est en pleine journée. C'est un festival de cinéma en même temps qu'une course qui est parfois dans la boue, parfois dans la neige. Ça correspond beaucoup plus à ce que moi j'ai envie de faire début décembre. Mais je trouve que c'est quand même... moi j'ai de l'admiration pour les gens qui se lancent sur la Saint-Élion. Les saisons, elles sont parfois longues, donc se motiver comme ça pour se préparer pour une épreuve aussi longue à un moment de l'année où les nuits sont longues, la météo n'est pas très engageante et de se dire qu'on va aller participer à cet événement en pleine nuit, ouais, départ minuit, c'est quand même assez spécial. Donc, moi, j'ai du respect pour les coureurs qui font cette Saint-Élion et j'espère qu'ils y trouvent quand même du plaisir que moi, j'ai un peu du mal à cerner. Bah, Robin, pas du tout. Il ne respecte pas ces gens. Non. Le Robin, il a une page à tenir. Tu n'y es pas allé, hein, Robin, en passant. Tu as jamais mis les pieds. Hein. Si j'avais été, Ah oui? j'avais été bah, tu vois, comme quoi je critique en toute connaissance de En cause. connaissance de cause, c'est parfait. Ouais, j'avais couru en relais en 2010 avec ma maman et ma sœur, tu vois, comme quoi c'était très sympathique. Non, en vrai, on avait passé un bon moment, mais ce qui m'avait frappé réellement, c'était le monde, en fait, quoi. Le problème, c'est que, tu vois, il y a des courses, par exemple les Templiers ou tu vois, ou par exemple la course de quartier, il y a plein de courses. Bon, déjà, c'est réparti sur plusieurs jours et c'est pas les mêmes parcours, tu vois. Bon, les Templiers, je connais pas trop, mais bon, j'imagine que ça se croise un peu, etc. Mais dans l'idée, c'est pas tout le monde sur le même chemin. Et en fait, c'est vrai que la Saint-Élion, bah, il y a un tracé, quoi. Et Et après, plusieurs courses qui viennent se rattacher. Ouais. exactement, ouais, il y a plusieurs distances, il y a les machins. Puis il y La a les, tu vois, bah, moi, Saint-Express, c'est la moitié. j'avais La fait le Saint... relais, etc. Donc, tu as des relais peut-être à 2, tu as des relais à 3, peut-être des relais à 4, je sais plus. Enfin, Ouais. tu as le solo, tu as machin maintenant, tu as l'aller-retour. Donc, c'est vrai qu'il y a tout le monde sur ce même sentier. Bon, c'est pas forcément un single track de 70 bornes, mais c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de monde au même endroit. Et comme disait Florence, il y a des foires d'empoigne au ravito, c'est un peu la guerre. Donc, c'est vrai que moi, en plus des courses un peu confidentielles, entre guillemets, avec moins de monde au départ, ouais, ça répondait pas trop à cette attente, quoi. Par Ouais, contre, c'est, on va dire, sur les relais, en plus, tu as l'aspect, il faut pas que tu rates la personne Ouais, c'est que clair. t'attends dans la nuit et avec du Ouais, monde à chaque point. C'est chaud, ouais. ouais, c'est vrai. j'allais dire, par contre, c'est le dernier moment de l'année où beaucoup de trailers peuvent se retrouver, histoire de boucler l'année, des grands noms, des kidam entre guillemets. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'avais observé, là, cette impression d'être dans un très grand événement où presque tout le monde est là. C'est faux, mais cette impression-là qu'on est quand même dans un événement un peu majeur, quand on est dedans, ça se voit, ça se sent quand même. Bon, ben on s'en tient là. Moi, j'ai reçu ce matin, ce bouquin, Ah oui, le dernier bouquin Bien du vu. Alexis. photographe de trail Alexis Berg, qui s'intitule Une nuit
au cœur de la Saint-Élion. Alexis a fait, comme toujours, un magnifique photoreportage lors de l'édition de 2021, c'était l'an dernier. Le résultat est brillant et lumineux, quand bien même le noir prend évidemment une place fondamentale dans ces clichés sur papier glacé. C'est publié aux éditions Mons, je vous le recommande vivement, c'est très très beau, il y a des textes aussi dedans, notamment un texte de Baptiste Chassagne qui en a fait l'une de ses priorités. Il espère bien enfin remporter cette course chez lui, puis il est lyonnais ou stéphanois. Oh bien, j'ai un doute. J'ai un doute, mais enfin, il veut gagner la course, quoi. Oui, c'est grosse pression parce qu'il a quand même renoncé à l'équipe de France pour ça affiché. Hein. Donc, Absolument. Et puis, il n'aura pas la tâche facile puisqu'il y aura Manu Messa qui a gagné la course déjà 2 fois. Il y a un Espagnol, Andrés, dont le nom me vient pas. Andreu Simon. Voilà, qui vient pas pour pour acheter du terrain. Donc, ça devrait quand même être une course fort intéressante. Merci à Robin. Intervention intéressante, je pense. Intelligente. En plus, c'est même pas une connerie. Il me semble que Andreu Simon, je sais pas comment ça se prononce, est diabétique. Tout à fait. Et je crois que ça peut être peut-être une idée intéressante pour plus tard de parler diabète et course à pied. Complètement. C'était pas une connerie, quoi. Complètement. Mais dans ce cas, il faudra inviter Jean-Charles Vautier. Eh ben, j'allais le dire, chroniqueur santé sur Distance Plus, qui est un ultra trailer. Ça fait un petit moment, je pense qu'il n'a pas couru d'ultra trail, mais en tout cas médecin et surtout il maîtrise il a couru des ultra trails. Alors, mais non, mais récemment, il a pas couru d'ultra récemment. Je pense que si, là où il a attendu les secours, c'était quand? C'était là en milieu d'année, là où il est intervenu sur une personne qui s'était cassé la figure. Oui, tu as raison. Je pense que. T'as raison, j'ai dit des bêtises. Franchement. Jean-Charles, mes excuses. En tout Attends, cas, il nous écoute, donc t'imagines. Ouais, je sais bien. Grand expert, et effectivement, il maîtrise le sujet à titre personnel, mais il l'a aussi étudié et il fait profiter de sa science sur le sujet du sport et du diabète à l'année. Thomas. Pour revenir sur Andreu, il n'est pas seulement diabétique, parce que lui, il est aussi intolérant au gluten. C'est tous les chiens qui sont intolérants. Non, mais c'est pas des conneries, c'est vrai. Je connais bien, il est en Asie, que c'est suffisamment compliqué sur les regroupements. Ah, c'est pour ça qu'il est à la Saint-Élion, parce qu'il est ASICS. Ok. Et qui connaît son nom. Oui. Non, j'ai mes fiches à jour. Ouais. Allez, merci à tous les 4 et merci à notre partenaire officiel de la bande AD+, NAC. Les fondateurs de NAC, William et Mine, ont l'ambition de devenir la marque de nutrition sportive numéro 1 au monde dans l'ultra-endurance. Ils le racontent notamment dans une interview toute récente dans le podcast Pas sorti du bois de mon camarade Yannick Vézina. Ils racontent leur histoire et c'est assez fascinant, à la fois sportive et à la fois leur histoire entrepreneuriale. Vous pouvez aussi écouter leur propre podcast, je l'ai déjà cité dans l'émission qui s'appelle Ultra Endurance. Il y a beaucoup question de nutrition, forcément, mais je vous recommande tout particulièrement l'épisode avec la nutritionniste du sport Isabelle Morin de la clinique du coureur, qui donne plein de conseils pour les trailers. Elle aussi, elle est passionnante et d'une clarté exemplaire. Pour commander les produits NAC, je pense notamment aux nouvelles saveurs de gaufres, chocolat et sirop d'érable. Le Québec résonne, qui sont maintenant disponibles en France. Il suffit d'aller sur le nacbar.com, naakbar.com, et puis vous mettez le petit code promo LBAD+, avec le plus, le signe plus, et puis vous avez 15% de rabais. Vous écoutez la bande AD+. On va continuer de parler de courses nocturnes pour toutes celles et ceux qui s'entraînent en ce moment. La lampe frontale est souvent de rigueur et j'ai eu l'opportunité de tester la Pium Plus 2, une frontale dite intelligente conçue par la start-up française Golum. Il s'agit d'un produit haut de gamme, donc pour les sportifs qui ont un usage régulier de la frontale. J'ai adoré mon expérience qui m'avait été d'ailleurs inspirée par Nico Martin et Hugo Ferrari. Les deux sont adeptes. Nico est devenu un ambassadeur de Golum. Quant à Hugo et à son frère Aubin, c'est leur papa qui leur avait acheté à Noël.
et ils l'ont adopté parce que la Gollum est, je cite, simple d'utilisation et robuste. Exceptionnellement pour cet épisode, j'ai appelé Adrien Grouès, le cerveau derrière Gollum. Je vous laisse écouter notre échange. Salut Adrien. Salut Nicolas. On va parler de course de nuit, on va parler de lampe frontale évidemment. D'abord, je voudrais quand même savoir ton expertise à toi de la nuit avant de lancer Gollum. Gollum, oui, je l'ai bien prononcé. J'ai tendance à dire Gollum. Ton expertise à toi, elle est où? Toi, tu es un sportif, un grand sportif, tu as beaucoup pratiqué et notamment, tu pratiques de l'escalade. Ouais, alors grand sportif, effectivement, j'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, effectivement, en loisir, j'ai toujours pratiqué beaucoup de sport outdoor, j'ai toujours passé beaucoup de temps dehors. Tu vois, moi, gamin, j'ai vécu à La Réunion, donc être dehors, ça a toujours été quelque chose d'hyper important pour moi, et je pense que ça a commencé par là. Et donc, effectivement, j'ai touché un peu à tout. Je suis plutôt, j'ai du mal à me spécialiser dans un sport particulier, mais j'ai touché à beaucoup de choses, et notamment, ce qui est, comme tu le disais, là, mon sport numéro un actuellement, c'est l'escalade. Ça fait quelques années, effectivement, que c'est le cas. Donc, dès que j'ai possibilité de sortir, je sors, évidemment. Un peu de course à pied aussi, de ski de rando. Essentiellement, voilà, c'est les sports que je pratique aujourd'hui, du vélo aussi. Et puis, ben, de fait, il y a des périodes où, si tu veux sortir, tu as des passages de nuit. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, pour en venir à Gollum, j'ai toujours aussi aimé les produits techno. Et pour faire bref, mais question d'opportunité, de rencontre, j'ai quitté mon emploi salarié et l'aventure Gollum a démarré. Tu as lancé c'est une start-up, on peut encore considérer Gollum comme une start-up, hein. Oui, oui, tout à fait. La première commercialisation a été faite en 2018 à l'occasion de l'UT4M. Donc, tu vois, directement dans le grand bain pour être confronté un peu aux pratiquants de trail, puisque les premiers modèles Pium et Pium Plus ont été dès le départ conçus pour un usage trail et ultra trail. Et donc, c'était un peu, j'aime bien le dire comme ça, mais c'était un peu le coming out de Gollum, tu vois, et de présenter ce qu'on était capable de faire et de voir la réaction. C'est pour ça que je parle de coming out, parce que un coming out, tu t'attends à une réaction, et c'était d'être confronté à cette réaction utilisateur terrain qui était pour nous hyper intéressante à ce moment-là. Pourquoi tu Et t'es aujourd'hui, lancé? Ouais, vas-y. j'allais dire aujourd'hui, ce dont je suis super fier aussi, c'est que tu vois, dans ce laps de temps, aujourd'hui, il y a plus de 3000 Golluminés. Donc, plus de 3000, je dis Golluminés, c'est de la communauté Gollum, donc utilisatrice de nos lampes frontales. Il y a plus de 3000 trailers et cyclistes, essentiellement, qui profitent de sorties nocturnes éclairées à leur Gollum. Qu'est-ce qui fait que tu as misé là-dessus? Parce que c'était pas ton métier, tu n'es pas ingénieur, etc. Pourquoi tu es parti dans ce monde de la nuit? Est-ce que c'est parce que tu as trouvé, toi, en tant que pratiquant, qu'il manquait quelque chose ou qu'il y avait quelque chose à faire? C'est quoi l'idée derrière ça? Alors, l'idée, alors déjà, si je reviens à l'origine, c'est bon, comme beaucoup, je travaillais pour d'autres. En clair, j'étais salarié, mais j'étais pas spécialement heureux là-dedans. Donc, ça me correspondait pas plus. Donc, j'avais envie d'autre chose. Je commençais à voir et ressentir des démangeaisons entrepreneuriales. Et donc, je cherchais un projet. Et comme je disais, il y a eu une histoire d'opportunité, une histoire de rencontre. J'avais envie de bosser dans le domaine du sport outdoor, ça s'était clairement identifié, et c'était pour moi important. Et d'être sur quelque chose techno avec, c'est quelque chose dont je suis assez friand. Et j'étais persuadé qu'on pouvait apporter une réponse par rapport à ce qui existait sur le marché de la frontale, justement pour permettre à des gens de pratiquer leur sport avec le même confort et la même sécurité que de jour. Et donc, on était persuadé de réussir à proposer des modèles qui, en termes de puissance, d'autonomie et de légèreté, apportaient vraiment quelque chose par rapport à ce qui existait. C'était vraiment le deal de départ, c'était de se dire, le challenge là-dessus. Je parle de ces trois critères, puissance, autonomie, légèreté, parce que c'est ceux qui reviennent quand on fait une étude auprès de pratiquants de trail et d'ultra-trail. C'est les trois critères principaux pour une frontale, ce qui n'est pas une vraie surprise en soi. Et donc, on s'était dit, si c'est sur ces trois critères-là, on est capable de faire mieux que ce qui existe, alors on y va, banco. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. On parlait d'autonomie comme critère. Et en fait, comme on a constaté que c'était un critère essentiel pour les pratiquants outdoor,
notamment pour ceux qui partent sur une ou plusieurs nuits entières. C'est le cas de beaucoup de nos utilisateurs aujourd'hui. C'est un critère sur lequel on a cherché à apporter une réponse encore plus poussée, créer une vraie différence par rapport aux offres frontales existantes. Et on sait que l'autonomie varie énormément selon la puissance à laquelle la lampe éclaire. Donc, partant de là, on s'est demandé comment optimiser l'autonomie. Et la réponse Gollum à cette question, c'est d'avoir toujours le bon éclairage au bon moment, et donc ne jamais être en surconsommation de batterie, et par conséquent, optimiser l'autonomie au maximum. Et tu vas me dire, comment tu fais ça? Et c'est là où il y a l'histoire de la lampe frontale intelligente. Donc, la lampe frontale intelligente Gollum, elle analyse en temps réel deux éléments, la vitesse et le terrain. Donc, plus tu vas vite, plus tu as besoin d'éclairer loin. Plus tu es sur un produit technique, plus tu as besoin de bien voir. Question de sécurité pour éviter de se faire une entorse ou une chute. Et dans ces deux cas, ta Gollum, donc dans ces deux cas, vitesse et terrain, ta Gollum va s'adapter automatiquement pour t'offrir le bon éclairage au bon moment. Qu'est-ce qui permet à cet appareil-là, qui est un appareil tout léger, tout petit, de, entre guillemets, calculer ou observer à sa façon l'environnement? Eh ben, en fait, c'est relativement simple comme technologie. C'est un accéléromètre qu'on embarque. Okay. L'accéléromètre, lui, mesure les mouvements. Et là où c'est un peu plus technique et un peu plus sioux, entre guillemets, c'est que c'est l'algorithme qu'on a créé derrière ça. Parce que ça, évidemment, c'est du gros travail d'ingénierie, de l'itération, des tests terrain. Parce que je parlais de communauté Gollum en parlant de Golluminé. Cette communauté, on s'appuie beaucoup dessus dès le départ de l'aventure. Il faut concevoir avec nous nos modèles. Et donc, c'est en leur faisant tester, en testant nous-mêmes, en passant des heures et des heures dehors à courir, à regarder ce qu'on est en train de créer correspond bien à un usage, on arrive à avoir aujourd'hui des optimisations. Alors, de donner des données chiffrées. Un Nico Martin, donc un membre de la bande AD+, nous a dit tenir 10 heures avec une seule batterie grâce à notre technologie. Sachant que c'est fonction de la vitesse, tu imagines bien que quand lui dit Nico, tenir 10 il heures, va vite. Voilà, moi je tiens plutôt 15 heures que 10 heures quand lui tient 10 heures, tu vois. En gros, là, tu as donné l'exemple de Nico Martin, mais c'est quoi la capacité, à pleine capacité, là, quand tu as besoin d'aller vite, justement, le maximum que tu as noté en temps, en durée possible, c'est quoi? Si elle reste en pleine capacité tout le temps? Si elle est à pleine puissance, alors si elle est à pleine puissance, évidemment, c'est là où l'intensité, où l'autonomie est la plus faible. Donc, voilà, donc c'est pour ça. Tu vois, là, on va tenir à 1000 lumens, donc on va aller jusqu'à 1000 lumens en termes d'intensité. 1000 lumens, en course à pied, tu n'as jamais vraiment besoin de cette intensité-là. Nous, on est allé jusqu'à cette intensité parce qu'on veut pouvoir répondre à des usages aussi autres, c'est-à-dire, tu vois, pluridisciplinaires, comme en ski, par exemple, ou à vélo, où en fonction de ta vitesse, forcément, ce que je disais tout à l'heure, c'est plus tu vas vite, plus tu as besoin d'éclairer fort. Donc, dans ces cas-là, on peut avoir besoin d'aller jusqu'à 1000 lumens. En course à pied, si tu es à 500 lumens, c'est déjà très, très bien. Ça correspond à quoi? Excuse-moi, les lumens, c'est souvent une question que je me pose. Ça correspond à quoi? Quand tu dis 1000 lumens, là, si on compare à quelque chose. 1000 lumens, c'est un plein phare de camion. Ok. Tu vois, moi, j'avais changé l'ampoule de ma Polo. J'avais regardé la puissance de l'ampoule, elle était à 800 lumens, tu vois, par exemple. Ok. Voilà. Et tu vois, tu parlais de Luca Papi. On a des gens comme lui qui sont des gens complètement inépuisables, qui ont besoin d'utiliser leur frontal dans des conditions extrêmes jusqu'au bout, ou des gens comme Axel Carion, qui est explorateur à vélo et organisateur de Biking Man, ou même Laurent Jalabert, qui est un autre inépuisable. C'est trois personnes, ces trois athlètes qui courent avec une Gollum, qui utilisent une Gollum dans leur pratique. Et tu vois, Jaja, par exemple, il nous a contactés directement pour courir à la Diagonale des Fous il y a 1 an et demi. Et ça, enfin, moi, c'est quelque chose qui me rend super fier. C'est que quand tu as quelqu'un comme lui, une légende comme Jaja qui te contacte et qui dit je vais courir avec une Gollum et j'accepte d'être sur ta vidéo parce que je l'avais sollicité ensuite pour tourner une vidéo avec lui et on est allé au Mont Ventoux. C'est un moment incroyable. Tu vois, pour moi, passer un moment à tourner pour Gollum avec Jaja,
Je dis, mais Au Mont Ventoux. c'est au Mont Ventoux, en plus, effectivement, au Mont Chauve. Et pour la même vidéo, alors pour l'anecdote, on a tourné dans les gorges du Verdon en kayak de nuit pour montrer l'étanchéité du nouveau modèle. Mhm. Et on avait contacté deux mecs qui tiennent un club local dans le Verdon. Alors, je leur fais leur pub au passage, mais Raoul Rafting. Et on a passé un moment complètement incroyable. Et des moments comme ça, tu vois, c'est des moments qui restent gravés. Ces rencontres, ces moments de partage. C'est pour ça que j'ai lancé l'aventure Gollum. Et c'est ce que j'aime, c'est ce qui m'anime. Voilà. Si on parle Non, au-delà de Gollum, de nous, trailers, et même au-delà des trailers, de ce dont on a besoin, qu'est-ce qu'il faut si on fait un choix, si on veut faire un choix de lampe frontale, qu'est-ce qui est le fondamental pour les trailers? Parce que je suis sûr que dans nos auditeurs, il y en a qui en utilisent, mais enfin moi le premier, j'en ai utilisé souvent un petit peu par défaut, c'est-à-dire je me posais pas spécialement de questions, puis bah on se rend compte à l'usage que elle arrive vite à fin d'autonomie ou on voit pas grand-chose, etc. Qu'est-ce qu'il faut c'est quoi les éléments clés pour acheter pour acquérir la bonne frontale? ouais, bah, tu vois, ta propre anecdote, elle est très parlante parce que c'est souvent comme ça que les gens viennent vers nous. C'est-à-dire, ils ont eu une défaillance sur une course. Par exemple, tu vois, on était sur l'UTMB là, cette année, on avait un stand et t'as des mecs qui passent qui nous disent ah, là, je viens de finir la TDS, j'ai vraiment galéré, j'ai dû finir à la lumière de mon smartphone parce qu'en termes d'autonomie, ma frontale ne marchait plus. On est super Euh, nombreux à avoir fait ça au moins une fois. C'est clair. L'histoire de finir au smartphone, c'est pas une légende et c'est pas unique. Ou alors d'attendre le copain derrière pour profiter de son éclairage. Enfin, bref. Voilà. Et donc, évidemment, selon ta durée de sortie, l'autonomie est super importante. Ça, c'est le premier point. Et c'est encore une fois pour ça, comme je te disais, que c'est l'un des trucs sur lesquels on a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup bossé. L'autonomie, la puissance, parce que bah, mine de rien, c'est ce qui t'offre aussi un confort visuel et la qualité de l'éclairage. Alors ça, qui sont des choses. La qualité de l'éclairage, c'est un peu plus subjectif, donc c'est un peu difficile, hormis d'avoir les retours des autres utilisateurs, de se rendre compte. Exact. Et tu Je vois, suis il y pas a capable personnellement de me dire de faire la différence hein, entre, ouais, ben, entre deux tu lampes. sais, t'as dû voir ça déjà sur des frontales, ce qu'on appelle un effet tunnel ou un point chaud. C'est-à-dire Mhm. qu'un point très concentré au milieu et derrière un halo. Et ça crée de la fatigue en fait visuelle. Donc quand tu sors 2 heures, ça va, mais quand tu commences à faire du plus long, ça peut être vraiment handicapant. Donc puissance, l'autonomie et le poids évidemment. Ah ouais. Et ça, c'est super important Ouais, parce que le pour le poids, mine de confort. rien, quand on a ça sur le front, ça, la fatigue, et puis aussi le fait qu'à un moment donné, ça crée une espèce de pression, de ras-le-bol, et puis ça, c'est pas évident, surtout quand la fatigue embarque, ça devient un irritant de Ouais, plus. clairement, clairement. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc ouais, ça c'est voilà des éléments que je conseille de regarder. C'est ces points-là: puissance, autonomie, légèreté, confort, hein, que ce soit confort visuel ou confort au niveau du maintien. Voilà. Si on est concret, je vais revenir sur le maintien avec mon anecdote dans quelques instants, mais si on est concret, le poids euh, maximum enfin, ouais, le maximum à ne pas dépasser. Alors, tu vois, nous, ce qu'on a fait en fait, c'est que on a regardé effectivement à quel poids on allait arriver avec notre façon de procéder. Et en fait, on s'est aperçu que on était capable d'intégrer de façon compacte. Tu vois, tu l'as montré tout à l'heure, mais Mhm. la frontale, elle est vraiment très compacte, sans batterie déportée, justement Bah, parce en que fait, on a l'impression qu'elle a juste la batterie qui est recouverte, comme une grosse pile qui est exactement. recouverte. C'est vraiment ça. C'est ce qui fait la forme de la frontale, en fait, c'est la batterie.
Et donc, tu vois, là, sur nos modèles, on arrive à 125 grammes tout inclus. Quand je dis tout inclus, c'est batterie incluse, le bandeau, enfin vraiment, bref, tout ce que tu as sur la tête. Et donc, c'est effectivement quelque chose qui est super important, encore une fois, et qui permet de garantir ce confort-là. Alors, l'autre chose, c'est que, alors, à titre personnel, c'est vraiment sur un essai perso, je la sens pas. Ça, moi, je trouve ça génial parce que c'est vraiment quelque chose qui m'agace c'est ce poids que j'ai sur le front, c'est quelque chose qui m'agace. Celle-ci est vraiment clairement très légère. Et on parlait du maintien. Je te racontais hors micro que les premières fois où je l'ai utilisé normalement. Puis il y avait quand même une espèce de petit. Ça bougeait un petit peu. J'ai pourtant le crâne. Il y a une plaque là qui se pose bien sur le crâne. Alors elle était bien stabilisée, mais il y avait un petit truc. Puis tu m'as dit, mais oui, mais tu sais, Coco, là-dedans, dans cette boîte-là, il y avait une autre lanière. Moi, je pensais que c'était un remplacement de la lanière du tour, mais non, c'était le. Comment on appelle ça d'ailleurs? Nous, on appelle ça une sangle de dessus de tête. Bon, la sangle de dessus de tête. J'ai mis la sangle de dessus de tête, et alors là, franchement, c'est magique, ça bouge plus, et enfin, moi, ça a été. Je le dis pas pour faire de la pub ou quoi que ce soit. J'ai vraiment été impressionné et agréablement surpris par ça. Donc, juste une petite lanière sur le dessus de la tête pour, euh, pour faire le travail, c'est nickel. Un point sur le prix. Je ne sais pas si tu es à l'aise avec ça, mais tu es placé la Gollum, je n'ai pas le prix en tête, mais c'est un prix assez élevé par rapport à plein d'autres frontales qui sont bien moins chères. Pourquoi? Pourquoi? Ah bah déjà parce qu'effectivement, en termes de performance, tu vois, on arrive sur quelque chose qui, comme je le disais en préambule, c'est-à-dire qu'on voulait faire quelque chose qui soit plus performant que ce qui existait. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que ce que tu reçois quand tu reçois ta Gollum, déjà, c'est un pack complet. C'est-à-dire que, comme tu as pu le voir et comme tu as pu le décrire, tu as non seulement la sangle de dessus de tête, tu as un chargeur fourni avec, effectivement, là, qui permet de charger une ou deux batteries, en l'occurrence celui-ci, parce qu'on a deux choix de chargeur, et qui fait aussi power bank, donc qui permet de recharger ta montre, par exemple. Mhm. Et puis, on fournit deux batteries. Donc, ça aussi, c'est à considérer. C'est-à-dire que tu n'as pas une deuxième batterie à acheter, ce qui, pour certaines marques, te rajoute plusieurs dizaines, voire davantage d'euros dans le comparatif. Donc, ça, c'est des choses à prendre en considération. Après, pour en venir aussi, alors il y a un aspect dont je n'ai pas parlé, c'est que aujourd'hui, si tu veux, moi, quand j'ai lancé l'aventure Gollum, je souhaitais faire quelque chose qui était en adéquation avec mes valeurs. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui dont je suis très fier d'avoir réussi à construire. C'est Un une produit marque local. qui, à notre échelle, effectivement, répond à ça. C'est-à-dire que c'est en France qu'une Gollum est conçue, développée, fabriquée. Lorsque tu reçois ta Gollum chez toi, tu sais que c'est une personne en situation de handicap au sein de l'ESAT du Val-d'Europe, qui est en Seine-et-Marne, qui l'a assemblée, conditionnée Excellent. et expédiée. Donc, ça veut dire que toi et moi, toi acheteur, moi vendeur, alors, on a contribué à l'insertion sociale de cette personne. Gollum est aussi membre du mouvement Important pour la planète. Donc, ce qui signifie que 1% du montant de tes achats sur notre site go-lune.fr est reversé à des associations environnementales. Et chaque année, on fait voter notre communauté de Golluminés pour choisir l'association soutenue. Donc, en 2022, c'est Protector Winters qui a pu bénéficier de ce soutien. Un dernier mot, Adrien, sur le nouveau produit qui s'en vient. Tu viens de terminer une campagne de sociofinancement qui a super bien marché. Et donc, il va y avoir un petit frère, une petite sœur, je sais pas trop comment on appelle ça, à la Piome plus 2. Raconte-nous ça. C'est quoi cette future frontale qui va arriver bientôt? Ouais, bah écoute, effectivement, on vient de boucler là une campagne de financement participatif qui s'est conclue par un résultat complètement dingue pour moi, puisqu'on a atteint plus de 260% de l'objectif initial. Euh, En fait, l'idée de ce nouveau modèle, je l'appellerais plutôt grande sœur, du coup, s'il faut lui donner un lien de parenté, parce que là, on va toucher des utilisateurs, je dirais,
plus multisport que Pium 2, Pium Plus 2, qui avait vraiment été conçu pour le trail. Là, l'idée, c'est de répondre à des usages de raid d'aventure, de spéléo, de cyclisme essentiellement. Et donc, tu vois, je parlais tout à l'heure de tests d'étanchéité avec notamment un kayak de nuit où on avait fait un Dans les gorges du Verdon. ski modal, où effectivement avec vraiment un niveau d'étanchéité, un usage aussi sur support sur casque vélo, et puis un mode intelligent dédié cyclisme aussi. Donc vraiment, voilà, pour avoir un modèle qui offre un panel d'usage plus important, c'était une des demandes qu'on avait de notre communauté. Et donc, Clairement, ça va plaire aux trailers qui font beaucoup de croisées, d'aller faire du trail ou de la course sur route, mais aussi du vélo, etc., etc. Exactement. Et en fait, tu vois, on avait fait une étude auprès de nos utilisateurs pour justement connaître un peu les différents sports qu'ils pratiquaient. Et il y avait 30% de notre communauté qui font aussi du vélo. Donc l'idée, c'était de répondre aussi à cette demande-là. Excellent. Bah, merci beaucoup, Adrien. Elle sortira quand, cette Gollum? Eh ben, écoute, ouais, la Xlume et la Xlume Plus, écoute, elles vont sortir d'ici un mois, grosso modo. On fait au plus vite et on essaye Début de pouvoir être. 2023. Voilà. Voilà. Super, merci beaucoup. Et donc, pour commander les Gollum, toi, tu es plutôt en vente directe, donc directement sur le site web Sur de notre Gollum. site www.go-lume.fr. Et puis, oui, on en avait parlé, tu m'avais demandé. On a un code promo pour les auditeurs de la bande AD+, Formidable. voilà, d'avoir les frais de livraison offerts sur le site avec le code GOBD+. Donc, GOBD et plus le signe plus. Super, merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Voilà, j'ajoute que la Gollum Pium Plus 2 est sortie en tête des comparatifs techniques de frontal publiés par nos confrères de Nature Trail et de Trail Endurance Mag. Le pack complet dont vous a parlé Adrien coûte 159 € et donc pour épargner les frais de port lors de la commande, tapez le code GOBD+. Vous écoutez la bande à des plus. Pour terminer cette émission, nous avons décidé de vous donner quelques idées de cadeaux à glisser sous le sapin pour des coureurs et coureuses, des trailers et traileuses et même plus largement amateurs et amatrices de sport plein air. On commence avec Sabine Erström. Sabine, qu'est-ce que tu mets sous le sapin ? Alors, tu m'as payé 800 € je crois, pour dire que je mets des gaufres NAC, un abonnement Nolio et, et une frontale Gollum, par exemple. Gollum. Alors, même pas. Non, du coup, j'inciterai nos auditeurs à se tourner vers des cadeaux moins matériels le plus possible, mais je sais que c'est quand même des cadeaux qui ont souvent un coût. J'allais proposer peut-être des séances de pilates, par exemple, pour travailler la respiration ou le renforcement musculaire. Mais si vous voulez mettre quelque chose sous le sapin, je voulais proposer aux gens ce livre qui s'appelle La vie de montagne. Donc, c'est sûr que c'est pas vraiment, ça concerne pas vraiment la Saint-Élion, mais il y a quand même beaucoup de courses qui se déroulent en montagne et je trouve que c'est intéressant pour le trailer de connaître l'environnement où il se situe. C'est un livre qui est magnifique, qui parle de la faune, de la flore, de la géologie, de la météo et des habitants et c'est super intéressant. Donc, c'est un très beau cadeau. Moi, c'était un cadeau de ma tante il y a déjà quelques années. Merci Sabine. Hugo Ferrari, malin, dépose dans le sapin un dossard pour la prochaine édition du Trail Nivolé-Revard qu'il organise le 7 mai prochain. Notez bien la date. Les inscriptions sont ouvertes depuis aujourd'hui, dites donc. Hugo suggérait aussi une place pour le spectacle d'humour
de Johan Mettek qu'on avait reçu lors de l'émission spéciale UTMB, la tragédie du dossard 512. Mais alors, sauf erreur de ma part, il n'y a plus de date disponible pour le moment. Alors, on peut toujours garder ça en tête, ceci dit. Florence, qu'offrirais-tu à nos auditeurs à Noël? Alors, moi, je me souviens aussi d'une chronique qu'on avait fait avec Robin où il disait que finalement, la honte pour un trailer, c'était d'être blessé. Donc, je voulais remédier à cette honte et ce sentiment fort désagréable. Donc, je voulais offrir des séances de coaching, tout simplement parce que on sait que 80% des blessures en course à pied, c'est en lien avec des erreurs d'entraînement. Donc, je me dis que si on peut optimiser la planification d'un athlète, bah, c'est autant de blessures qu'on peut lui épargner. Donc, je lui offrirai des séances avec un coach ou un suivi personnalisé. Et puis, une des deuxièmes choses qui me tient à cœur aussi dans la prévention des blessures, c'est d'insister sur l'importance du sommeil. Donc, tant qu'à faire, je lui offrirai aussi quelques heures de sommeil à distiller quand il en a le plus besoin. Merci Flo. Ludovic Collet se la joue corporate. Il glisse Kiki sous le sapin, le bouquin de notre ami Robin et son équipe entièrement consacrée à Kylian Jornet. C'est comme toujours. Ah, c'est lui! Érudit. Oui, j'ai juste de remettre. Ouais. Non, c'était à la base, c'était un Kiki, livre sur Kylian Kiki. Mbappé. Et en Ah. fait, Ah, mais Ça oui! pourrait. Ah, mais oui, j'ai juste dit, ouais, ça y est, je Ouais. comprends mieux. Donc, je disais que ce bouquin était à la fois érudit et très drôle. Est-ce que c'est bien comme pitch, comme qualificatif de Robin, non? mais C'est- écoute, Nico, tu nous avais interdit l'auto-promo. Je sais, mais c'est pas toi qui le fais. C'est pas moi. Ludo. Donc, Ah, donc, merde! tu vois, je peux pas dire, par exemple, que c'est 216 pages. Je peux pas dire, par exemple, que le livre est commandable sur pointdecoté.fr. Ça, Tout j'allais le c'est des dire, trucs mais- que je peux pas dire, malheureusement, parce que tu nous as interdit l'auto-promo, quoi. Ah non, c'est Donc, vrai, je vous ai n'en dirai interdit pas plus, l'autopromo. quoi. Ouais. Bah, Merci, Robin, Ludo. allez, garde la parole, à défaut de conseiller Kiki. Ludo est cool, hein, Ce que franchement. tu offres, C'est qu'est-ce qu'on offre chez les Schmitt? sympa. Eh bien, écoute, alors, sans grande originalité, alors non pas que ça soit pas bien, mais disons qu'il est très connu depuis quasiment 10 ans maintenant dans le monde du trail, c'est Des Bosses et des Bulles. Mathieu Alors, Forichon. Mathieu Forichon, exactement. Alors, pareil, il n'y a pas de conflit d'intérêt parce qu'il a travaillé pour la bande AD+, pour la couverture, Absolument. mais déjà, ces bouquins sont, enfin, c'est super drôle, c'est toujours bien senti. Et en fait, je connaissais pas bien Mathieu, voire pas du tout. Et je l'ai rencontré à Chamonix la fin août, parce qu'il y avait une petite course là-bas. Et franchement, le mec est incroyable. C'est punchline sur punchline. Il y avait des gamins qui venaient prendre des posters à colorier, il les engueulait en disant qu'il fallait pas dépasser, qu'il détestait quand on dépasse. Enfin, il était incroyable, il choquait tout le monde. Il a ce côté pince sans rire. J'adore le mec, quoi. Donc, je le conseille encore plus quand on connaît un petit peu plus le personnage, parce que c'est vrai que ses dessins sont parfois un peu lisses, entre guillemets. Son personnage est très gentil, très mignon. Et en fait, l'auteur derrière, c'est, je vais pas dire un monstre, hein, mais Non. non, mais il est incroyable, quoi. Voilà. Et d'une grande générosité. Et d'ailleurs, c'était pas prévu, mais sa boutique en ligne est assez sympa parce qu'il vend, enfin, par exemple, il a une collaboration, pour faire le lien avec la Saint-Élion, à Saint-Étienne, je crois, il y a l'usine de BV Sport. Et il a une association, une collaboration avec BV Sport. Où il fait des dessins, ses propres dessins des bosses et des bulles sur les chaussettes. Franchement, ça aussi, c'est une super idée de cadeau, entre autres. Et il fait de la bière aussi. Et à Chamonix, il avait pris le temps de m'inviter pour boire une de ses bières qui sont très bonnes, qu'on peut commander aussi. Je sais pas si c'est tout au long de l'année, mais on peut le commander aussi sur son site. Grand coup de cœur aussi à titre personnel pour Mathieu Forichon, au-delà du travail du garçon à travers des bosses et des bulles. Merci Robin. Corinne Favre, elle glisse sous le sapin, un livre pas cher, elle l'a bien précisé, pour les petits budgets, un livre de la collection pour les nuls, et en l'occurrence un livre qui est sorti il y a un bon moment, La motivation pour les nuls, donc un cadeau à petit prix. Thomas, sous le sapin, tu mets quoi?
Alors, je viens d'apprendre qu'on n'a pas le droit de faire de l'autopromotion, donc c'est dommage. Oh, t'avais pas bien lu mon message. Non, alors en fait, c'est pas vraiment de l'autopromotion puisqu'on a été deux co-auteurs sur ce livre-là. Donc j'ai un livre qui sort le 8 décembre en lien un petit peu avec ce que dit Flo sur les blessures du coureur et notamment, en gros, un espèce de revue de ce que moi je pensais sur la course à pied et les blessures. J'ai écrit ce livre avec Rémi Maginti, qui est mon collaborateur au cabinet, et ça s'appelle les B.A.B.A. des bobos du coureur, parce que oui, on est blessé en course à pied, mais pas de panique, on n'a pas un cancer du genou. Ça peut arriver malheureusement, mais dans la majeure partie du temps, on a globalement une grande chance de pouvoir s'auto-soigner. Et donc, ce livre, en fait, propose des petits protocoles de soins et des explications claires et relativement explicites sur sa pathologie du coureur. Et puis pour faire un peu un lien avec ce que tout le monde a dit, alors j'avais un petit peu dans l'idée effectivement sur l'aspect prendre du temps et que je mettais des espèces de cartouches temps sous le sapin, parce qu'aujourd'hui moi je me rends compte que je suis complètement impacté par mon emploi du temps et que j'ai pas le temps de rien faire. Donc des fois en fait mes filles m'avaient offert pour mon anniversaire l'année dernière, et ça m'avait bien, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais dans Harry Potter, il y a un amulette qui arrête le temps et qui permet à chaque fois de pouvoir bénéficier d'un temps supplémentaire dans la journée. Si on pouvait, Génial. ouais, et si on pouvait à un moment donné se permettre ça dans notre vie, parce que je pense qu'on prend le temps de rien, et particulièrement moi en ce moment. Donc voilà, ça va être, si c'est un espèce de cadeau résolution pour 2023, réussir à dire non et réussir à prendre du temps pour les choses un peu plus essentielles. Alors moi, je Et, rebondis. et moi- Vas-y, nous, Sabine. nous aussi, avec ma sœur, on avait offert à ma grande sœur un petit truc d'Hermione, là, un Oui, retourneur c'est de ça. temps en pendentif. Je ne sais pas si ça a marché, mais elle le porte de temps en temps, ouais. Et moi, Vas-y, Nico. je fais le lien avec tes filles. Mes garçons m'avaient offert une année une petite boîte avec plein de petites cartes dedans où ils m'offraient du temps avec eux. Enfin, où il fallait Ouais. que, en gros, c'était à moi. Je sais pas s'il y avait un message caché, mais du temps tel, Un je peu. sais pas moi, aller faire un tour de vélo avec papa. Donc il fallait je sorte la carte ou qu'il sorte la carte et puis on Ouais. allait faire un tour de vélo et etc. C'est des cadeaux qui sont quand même très sympathiques. Et effectivement, finalement, on peut réussir par des méthodes comme ça à offrir du temps à ceux qu'on aime. Nico Martin vous recommande lui aussi un livre, c'est la grande bibliothèque cette émission. Un livre, la Nouvelle Terre, pardon, Descartes Tollé, j'espère que je prononce bien. Le sous-titre, c'est Prendre conscience de sa nouvelle vie aux éditions Ariane. Un livre magnifique sur l'ego et le mental pour, je cite Nicolas, plus de sagesse en ce bas monde. Nicolas recommande aussi la nouvelle édition du livre Ultra Trail, l'un des livres de référence sur l'ultra de Guillaume Millet, donc nouvelle édition de ce bouquin qui est publié chez Outdoor Édition. Et pour ma part, on en a parlé un peu plus tôt, mais je le conseille vraiment, la Gollum, au-delà du partenariat. Moi, j'ai vraiment adoré cette lampe. C'est pour les budgets quand même assez conséquents, la Gollum Pium Plus 2. Je recommande aussi ces écouteurs là, ces écouteurs temporaux, c'est des bimites, mais hop, à conduction osseuse. Vous voyez, il y a rien qui rentre dans l'oreille. Une fois qu'on les pose, on les oublie parce qu'ils sont super légers. Je trouve ça plutôt stylé, mais c'est surtout super sécuritaire. Vous avez l'impression on n'a pas l'impression d'avoir des bouchons dans les oreilles comme quand on a des écouteurs un peu classiques. Donc, on peut avoir une conversation avec quelqu'un et écouter quelque chose. On peut, quand on court en ville, on Très entend les poli, voitures. ça. On entend les voitures. Non, mais tu vois Non, l'idée. c'est... On est en fait, avec ça sur les oreilles, on est comme quand on est à plusieurs dans une pièce.
On Ouais. entend les différentes conversations. Quand on est en ville, on entend les voitures, les gens qui nous passent à côté, alors que j'en sais quelque chose. Le nombre de fois où je courais avec des écouteurs qui me bouchaient les oreilles, en fait, on s'exclut de notre environnement. Et puis, quand on est en nature, on entend les petits oiseaux, etc., tout en écoutant un podcast ou de la musique ou rien. Voilà. Et puis en plus, c'est devenu un outil de travail également pour faire les différentes conversations téléphoniques. Pour la Un petite livre. anecdote, ça m'a sauvé un voyage parce que j'étais dans une salle d'embarquement et puis j'avais mis mes écouteurs et je potassais et puis j'étais pas très attentive et en fin de compte, je m'étais trompée de salle d'embarquement et heureusement, avec ces écouteurs-là, j'ai entendu Last Call, Madame Morisseau est priée de… Donc, ça peut sauver un voyage. Clairement. Alors, j'ai pas donné la marque, là, c'est Shox. Ils font pas encore Ouais. de produits français, mais bon, moi, c'est une des choses que j'ai qui m'a un peu révolutionné l'existence cette année. Et puis un bouquin, j'en aurai plusieurs à donner. J'en mettrai peut-être sur mon compte Instagram parce que j'ai d'autres conseils. Mais c'est celui-ci. Alors, on va croire qu'il y a un partenariat avec les éditions Mons, pas du tout. C'est juste qu'ils font des bouquins superbes. Ce bouquin vient de sortir. Ça s'appelle Climax. C'est de JB Lyotard, oui, j'oublie le I, Lyotard, Jean-Baptiste Lyotard, qui est à la fois un VTTiste et un photographe de l'extrême. On dit souvent qu'Alexis Berg est le meilleur photographe de trail au monde. Lui, visiblement, c'est le meilleur photographe de vélo. Les images là-dedans, c'est juste fabuleux. Moi, j'ai passé un petit moment à le regarder ce matin. Je l'ai reçu également ce matin. Il n'y a rien acheté. Les images sont splendide. On se demande comment il a pu faire ces photos-là. En tout cas, il a dû y passer un temps de fou. C'est une recommandation plus et 13 €. 13 € ce bouquin. Gros, c'est tout beau. Il y a aussi beaucoup de texte dedans. C'est ma recommandation lecture. Et donc, j'en aurai d'autres, mais je m'arrête là. C'est la fin de cette 17e émission de la Bande AD+. Un gros merci à tous les quatre, Sabine Herström, Thomas, Laure Blanchet, Florence Morisseau et Robin Schmitt. Merci à tous. Merci. La Bande AD+, est une émission présentée par Distance Plus. Je suis Nicolas Fréré. J'ai la chance d'être le producteur de ce talk show qui a déjà près de 150 000 écoutes au compteur. Merci de nous écouter et d'être fidèles vraiment. Un grand merci aux partenaires officiels de la première saison de la Bande AD+, la Clinique du Coureur, NAAC, Nolio et le réseau des stations de trail que vous pouvez retrouver sur le site web et l'application OnPiste. Et un merci tout particulier aujourd'hui à la marque de lampe frontale intelligente Golume, partenaire spécial de ce 17e épisode. Le design sonore de la Bande AD+, est signé Lucas Aska Hennessy et la couverture de l'émission est l'œuvre de Mathieu Forichon de Desbosses et des Bulles, dont on a parlé il y a quelques instants. Et puis l'émission est réalisée techniquement à distance depuis Montréal au Québec par les productions Arborescence. Merci à Laurie Beck qui était aujourd'hui aux manettes et qui fignole l'enregistrement avant la diffusion. Et encore une fois, merci à vous, chers web spectateurs et chers auditeurs, de nous écouter. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à cliquer sur le bouton suivre l'émission ou à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à partager cet épisode sur vos réseaux s'il vous a plu. On se retrouve dans 15 jours. À plus dans la Bande AD+.